Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Salon des Arcanes podcast. Aujourd'hui, je reçois Manon Dalcanto, alias Femme de l'Automne sur Instagram. Je suis très heureux de recevoir Manon sur la fin de l'automne, mais bon, on est encore un petit peu dans l'automne, donc elle va pouvoir nous parler de cette saison. Je suis très curieux d'avoir son retour, son avis, toutes ses expériences autour de cette saison que j'aime beaucoup aussi. Bonjour Manon, comment tu vas ? Bonjour Nico, ça va et toi? Bah plutôt bien. Écoute, on a même un rayon de soleil d'automne aujourd'hui, donc plutôt chouette. Ouais, ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Nous aussi, là, il a neigé un tout petit peu la semaine dernière, mais là, ça y est, le soleil est parmi nous. Oui, parce que du coup, tu vis en Haute-Savoie, je crois, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Dans les montagnes de Haute-Savoie, pas très loin de Chamonix, s'il y a des gens qui connaissent. Donc oui, tout à fait. Ça fait quoi de vivre en haute montagne, mis à part quelques problèmes de réseau dont on a parlé juste avant ? Alors moi, pour être honnête, je suis très amoureuse de ma région. Je l'aime énormément et en fait, pourquoi? Parce qu'ici, on a des saisons qui sont très marquées justement et l'automne et l'hiver particulièrement que j'aime et que j'affectionne plus que tout au monde sont très marqués ici et c'est vraiment royal. Moi, j'adore me réveiller chaque matin avec la montagne juste en face de moi, les couleurs qui changent, la neige, l'hiver, c'est incroyable. T'as toujours vécu en Haute-Savoie ou ? Toujours. Je suis née à Évian-les-Bains, donc vraiment, en pleine Haute-Savoie et j'ai toujours habité, par ici et même pour te dire, le plus loin que j'ai déménagé, de ma maison d'enfance, c'était peut-être à 15 minutes et là, je suis de retour dans mon village, de naissance, quoi. C'est Ah, j'adore. Je trouve ça trop bien le sentiment de racine, quoi, de racine familiale, d'attachement à une terre. Je trouve ça incroyable pour avoir le sentiment de ne pas l'avoir vécu ou de ne pas le ressentir. Je suis un petit peu envieux. Je sais pas si ça se sent. Ah ouais, nous, on a ma famille, en fait, mes parents, mes frères et sœurs, parce qu'on est quand même 6 frères et sœurs, on vit tous au même endroit. On vit tous à 5 minutes grand maximum les uns des autres. Avec mes grands-parents, enfin ma grand-mère maintenant du coup, c'est pareil, on est tous à côté. Au mieux, il y a un village qui nous sépare, quoi. Trop bien. Bon, on va rentrer un peu plus dans le sujet, même si c'était très chouette de parler de Haute-Savoie que je ne connais pas. Donc, à l'occasion, j'irai faire un détour. Manon, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, sachant que moi-même je ne te connais pas personnellement, c'est la première fois finalement qu'on interagit en dehors de quelques messages privés sur Instagram. Comment tu te présenterais? Alors je sais qu'il y a un post sur Instagram sur ton profil qui dit qui tu es, donc on va peut-être faire quelques redites, mais on va creuser. C'est toujours un exercice hyper difficile, je trouve, de se présenter, vraiment. Donc, moi, je m'appelle Manon, j'ai 28 ans. Je suis maman de 2 petites filles, extraordinaires. Je vis donc en Haute-Savoie et je suis voyante et cartomancienne. Heu et j'ai découvert la cartomancie, à la suite du décès de mon grand-père et je me suis officiellement installée après avoir été poussée, aux fesses par mon mari, en 2019. Donc voilà et qui je suis? Je suis une passionnée d'automne, je suis une passionnée de cartes principalement aussi, qui va très bien du coup avec cette saison, je trouve. Et je suis quelqu'un d'assez simple, en fait, finalement. Je sans chichi, voilà. Quand on vient sur mon compte, il y a pas de manière, je tutoie tout le monde, je suis très, sociable aussi, très j'aime bien cette proximité avec les gens. Donc ça, je pense que c'est ce qui me définit, le mieux. Tu parlais d'automne et du coup j'ai remarqué que tu avais le livre sur l'automne de Caro Foix-Moudlin. Tout à fait. Couverture apparente, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas rangé sur la tranche comme le reste des livres, il est vraiment genre couverture apparente. Il est jamais rangé ce livre, vraiment, que ça soit au printemps ou, en été, ce livre est toujours là, couverture apparente. Et dans ma maison aussi, hein, on est aux couleurs de l'automne, toute l'année. J'ai de la chance d'avoir un mari qui adore aussi cette saison et qui, adore les couleurs, automnales. Donc, on s'est créé une ambiance très, cocooning finalement dans notre maison.
Bah du coup, continuons sur l'automne parce que bon, j'allais partir sur autre chose, mais on est sur l'automne. Alors parlons de l'automne puisqu'on est bon là, nous on enregistre le 26 novembre. Je pense que ton épisode sera diffusé mi-décembre à peu près, là où on va basculer de l'automne à l'hiver, officiellement en tout cas, hein, puisque vous avez déjà eu de la neige, donc l'hiver est peut-être déjà un peu précoce cette année. Ouais, l'hiver, chez nous, on va dire que la neige, même si on considère pas que parce que la neige arrive qu'on est en hiver, on marque bien les saisons, chez nous. Mais c'est vrai que la neige est déjà là et du coup, la plupart des gens, qui font pas forcément la distinction entre les saisons, quand ils arrivent ici, ils se disent: «Ah, c'est super, on est déjà en hiver». Parce que oui, on a déjà, beaucoup de neige, en montagne. Et donc l'automne pour toi, c'est d'où vient cette passion de l'automne? Fou, c'est Jusqu'à en faire ton nom Insta quoi, femme de l'automne. Ouais, à la base, je voulais, m'appeler, fille de l'automne et c'était déjà pris par une fille que j'adore et que je suis d'ailleurs sur Instagram. Hem, on va dire que l'automne, c'est une saison particulière pour moi depuis quasiment toujours. C'est une saison dans laquelle je me sens vraiment bien. Je suis quelqu'un de très créatif dans mon quotidien et même dans mon travail. Et c'est toujours un plaisir d'arriver en automne, ne serait-ce que pour les températures qui se rafraîchissent, parce que je suis quelqu'un qui ne supporte pas la chaleur et je suis allergique au soleil, hein, au sens propre comme au figuré. Donc très compliqué pour moi l'été. Et donc pour moi, l'automne, c'est vraiment le début de la renaissance pour moi. Et c'est une saison qui est particulière pour moi parce que j'y ai vécu beaucoup de choses, que ça soit dans le positif comme dans le négatif. Je me suis mariée le jour de Mabon, hein, le jour de l'équinoxe d'automne, avec mon mari. J'ai vécu des drames en automne. J'ai perdu un enfant, j'ai perdu mon grand-père dans des mois compliqués du mois de octobre et novembre. Et en fait, c'est une saison où moi, je me sens encore plus proche, tu disais justement, de ce côté terre, ce côté ancêtre, ce côté familial. C'est vraiment la saison dans laquelle je me sens encore plus proche justement de ma famille, euh, de mes ancêtres. Il y a ce côté aussi où j'honore beaucoup, on va dire, tout ce que j'ai pu vivre, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. C'est vraiment une saison d'introspection, tout le monde le sait. Mais pour moi, elle a une saveur vraiment très particulière qui fait que je, j'aime quand elle arrive. J'aime travailler sur moi en cette saison. Est-ce que avec le changement climatique, où nos saisons sont un peu déréglées, est-ce que tu arrives encore à vivre cet automne en Haute-Savoie? Tu disais que les saisons étaient encore très marquées. Ouais. Moi, c'est pas du tout le cas sur la côte basque, hein, par exemple. On est passé de 24. Hier matin, il faisait 24. Hier après-midi, il faisait 12 degrés, tu vois. Enfin, c'est un peu délirant. Est-ce que tu arrives à conserver, parce que moi je rêve de retrouver ces saisons. Alors forcément, je pense que le temps avance et forcément elles sont quand même moins marquées qu'il y a une vingtaine d'années, ça c'est certain. Pour autant, nous depuis début du mois d'octobre, il pleut, il y a de la brume, il fait 5 degrés. Donc oui, c'est encore très bien marqué. En plus de ça, j'ai la chance, vu que je vis proche de montagnes et de forêts, bah, en fait tu regardes les arbres et là tu vois que les saisons justement avancent et défilent parce que au fur et à mesure des jours, tu vois que la montagne, elle change de couleur. Et ça, c'est juste incroyable. Donc oui, en fait, on a encore cette chance, et je pense effectivement que c'est une chance, de pouvoir vivre chaque saison vraiment indépendamment des unes des autres. Elles sont encore assez bien marquées ici. Et ça, c'est pour ça que moi, je veux pas déménager de ma région. Enfin, c'est pas prévu au programme tout de suite, mais j'aime beaucoup ma région. Et mon mari est un petit peu différent sur ce point de vue-là, parce que lui, il vient des Saintes-Maries-de-la-Mer, donc dans le sud de la France. Lui, c'était le plat, la chaleur, etc. Et quand il est arrivé ici, il m'a dit, j'avais l'impression que les montagnes me tombaient sur la tête. Il fait tout le temps froid chez vous, oui, oui. Mais moi, c'est ça que j'aime, quoi. Moi, je supporte pas l'été, quoi. Et cette ambiance, oui, parce que tu disais, pardon, que t'étais allergique au soleil. J'ai une peau. En fait, le problème, c'est que quand je m'expose au soleil, je fais des énormes plaques de boutons de partout, et donc je suis obligée d'être sous antihistaminique. Enfin, c'est très compliqué. On a une peau très très compliquée dans ma famille, et ouais, le soleil ne nous aime pas et on ne l'aime pas trop non plus. D'où l'amour de l'automne, un petit peu par nécessité aussi peut-être, Aussi, mais ouais. Et puis c'est quand même assez.
frustrant parce que je suis née au mois d'août, je suis lion, donc il y a ce truc où normalement, voilà, t'aimes la chaleur, etc. C'est pas du tout mon cas. Puis ça l'a jamais été, quoi. Ça n'a jamais été quelque chose que j'ai apprécié. Comment on en vient à créer tout un univers autour de cette saison de l'automne, puisqu'on a parlé de ton titre, de ton nom Instagram, Femme de l'automne, mais c'est qu'au-delà du nom, tu as créé tout un univers autour de cette saison jusqu'à appeler ton audience les citrouilles, Tout à fait. je crois. Tout à fait. Ça, c'est ancien aussi, hein, les citrouilles, ça fait depuis... je crois qu'avec la communauté, on a décidé ça en 2020, pendant le confinement, il me semble. On en a discuté et je leur ai dit, j'aimerais trop vous donner un nom de communauté parce que il y avait vraiment ce truc où, même si ma communauté grandit, je crée beaucoup, beaucoup de liens avec mes abonnés, avec les gens qui me suivent et mes clients. Comme je le disais, moi, je suis passionnée de l'humain, donc moi, créer du lien, c'est hyper important pour moi. Et en fait, comment on en vient à ça ? Je pense que c'est vraiment quand on est passionné par quelque chose. Et moi, l'automne me passionne sous tous ses aspects, en fait, finalement, que ça soit dans le côté ancêtre, que ce soit dans le côté couleur, que ce soit dans le côté saisonnalité, avec tout ce qui va toucher aussi au roux de l'année, avec justement Mabon, Sowin, etc. J'ai une culture dans ma famille où on est très ouvert. Et j'ai beaucoup de chance pour ça, c'est que ma mère nous a jamais mis dans des cases, et au contraire, quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité et qu'elle a vu que j'aimais vraiment tout ce qui touchait à l'automne, elle m'a vraiment poussée là-dedans. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, Femme de l'automne, c'est pas juste mon compte Instagram, c'est notre compte Instagram avec tous mes abonnés. On a vraiment créé beaucoup de liens. Même avec les gens qui arrivent au fur et à mesure, je fais toujours en sorte que les gens se sentent bien. J'ai un rêve derrière Femme de l'automne, c'est que je rêve un jour d'ouvrir mon vrai manoir où je puisse accueillir des gens. Ça, c'est mon plus grand rêve. Et oui, en fait, toute l'année, que ça soit en automne, au printemps, même en été, mes couleurs favorites restent les couleurs de l'automne. Et en fait, j'ai envie que les gens, quand ils arrivent sur mon compte Instagram, qu'ils aiment ou non l'automne, aient l'impression de rentrer vraiment dans une espèce d'univers complètement différent. Et du coup, tu proposes des programmes autour de... Tu parlais du manoir, je crois que tu as proposé un programme qui s'appelle le manoir. Tout à fait. Mais qui est virtuel pour le moment. Ouais, un jour il ne le sera plus, je le sais. Je suis quelqu'un qui a pas beaucoup d'obstacles, en fait. Je me mets pas beaucoup de barrières. Tant que j'en ai envie, je fais, je réalise, je me pose pas trop de questions. Donc je sais qu'un jour le manoir ouvrira vraiment ses portes physiquement en Haute-Savoie, dans cette région magique, pour accueillir des citrouilles. Mais oui, pour l'instant c'est en ligne, et c'est un programme en fait qui s'ouvre sur 8 mois, un peu comme un temps scolaire finalement. Et en fait, chaque mois on vient travailler des thématiques assez complexes. On vient travailler sur l'inconscient, sur des peurs, des blocages, des traumatismes. Et en fait, il y a vraiment ce côté fermé, c'est-à-dire que les gens qui s'inscrivent, après, voilà, il n'y a personne qui peut rejoindre en cours de route. On garde la même structure tout au long des 8 mois. Et en fait, je suis trop contente parce qu'au-delà, moi, créer du lien avec ces personnes-là, ces 30 personnes-là quasiment, elles, entre elles aussi, font des rencontres. Et alors ça fait boum dans mon cœur, ça. Ça, c'est le plus important. Depuis, tu disais que tu étais installée comme cartomancienne depuis 2019. Oui. Avant ça, tu faisais quoi, si c'est pas indiscret ? Ah non, c'est pas indiscret du tout. J'étais photographe à mon compte. À la base, j'ai fait des études dans le commerce, et puis un jour, ma sœur, donc qui est une grande photographe quand même assez renommée, a eu besoin en fait d'embaucher quelqu'un parce que ça devenait trop compliqué de répondre à la demande, et donc elle m'a formée, et donc j'ai travaillé avec elle et pour elle. Et puis à un moment donné, on s'est un petit peu éloigné parce que moi je sentais que j'avais besoin aussi de faire mes expériences, de regarder un petit peu dans quelle direction j'avais envie de partir. Et moi, je suis passionnée, quand je suis dans la photo, je suis passionnée par les femmes, le couple, tout ce qui va toucher aussi au corps de la femme. Et donc moi, je me suis beaucoup plus arrêtée sur ces thématiques-là, alors que ma sœur, elle est vraiment très spécialisée naissance, grossesse, famille, enfants, etc. Et donc j'ai été photographe pendant toutes ces années. Et puis un jour, mon mari m'a dit ça prend quand même de plus en plus de place.
la cartomancie et ce serait peut-être temps de voir, si tu as envie de partir dans cette direction-là. Puis j'osais pas trop, non pas par peur du regard des autres, mais par le temps que ça allait me prendre parce que je suis quelqu'un quand, je suis passionnée, je fais pas du tout les choses à moitié et je me disais: «Comment est-ce que je vais faire pour m'investir?» sachant que j'étais déjà maman d'une première petite fille et puis finalement, en fait, ça s'est fait vraiment très naturellement, même pour te dire, à la naissance de ma deuxième, je l'ai gardée pendant 3 ans non-stop avec moi à la maison. J'ai pu travailler, comme je voulais parce que j'ai un mari, génial, mais j'ai repris le travail, elle avait 2 semaines. Voilà et en fait, finalement, ça s'est super bien goupillé, ça s'est super bien passé. Alors, on a eu des problèmes dans le perso, par rapport à notre fille, mais ça n'a jamais empiété sur le plan professionnel. Je reviendrai sur le mari, mais plus largement sur la famille. Mais la photo, en fait, il y a quelque chose de très visuel parce que les cartes, c'est un objet très visuel. Donc ça fait sens, je trouve. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, puisque je t'ai dit hier soir qu'on allait en parler, même si en fait on aurait pu ne pas en parler. Hier soir, j'ai mis en ligne un oracle Oui, de Modern Magic Press, tout à fait. le Ominous Oracle, qui est fait à base de photos sur un univers très automnal, halloweenesque, et tu t'es jeté dessus littéralement. C'est ce que tu m'as dit, je crois. Obligatoire, obligatoire, quand j'ai passé commande pour son tarot, le Bird King Tarot, hein, du coup, celui-ci, hem, elle avait pas encore mis en ligne, il me semble, son oracle ou je l'avais peut-être pas vu, je ne sais pas et après quand je regardais ses stories, j'étais là: «Mais il est incroyable ce jeu, je pourquoi je l'ai pas pris avec? Je comprends pas» et alors là, quand tu as sorti ta story, j'ai dit: «Vite! Vite! Carte bancaire, vite!» On va l'expédier aujourd'hui. Avec un peu de chance, tu l'auras Je avant suis la pas fin de la pressée semaine. moi, vraiment, il y a pas de souci là-dessus, je suis quelqu'un, je suis pas très patiente dans ma vie perso, mais dans mon côté pro, même pour attendre un colis, je suis relativement patiente. Mais c'est vrai que du coup, ce jeu, pas pour en faire la promo, mais c'est vrai qu'il réunit à la fois ton amour de l'automne, ton amour de la photo, Complètement. ton amour de l'étrange peut-être aussi, Ouais. parce qu'il est quand même un peu, pour reprendre un terme de Loas Strega, une inquiétante étrangeté. Ah mais complètement. Puis alors, je sais pas si tu avais vu son tarot aussi, hein, mais c'est pareil, hein, il est très particulier, hein, le Bird King Tarot, il est particulier. Moi, je l'aime énormément, mais il a beaucoup de particularités. Mais oui, en fait, moi, je suis quelqu'un alors je peux travailler, par exemple, avec un tarot de Marseille, mais c'est vraiment, par touche, par petites gouttes, de temps en temps. Je suis quelqu'un de très visuel. Je pense que ça fait aussi partie de mon TDAH, ça, parce que mes filles sont comme moi aussi, c'est très visuel. Mais effectivement, moi, je me connecte beaucoup à l'image, et c'est pour ça que je me renseigne aussi beaucoup quand j'achète un jeu, par exemple. Je suis très friande d'aller regarder, la vie de l'auteur, d'essayer de comprendre l'histoire qu'il a voulu retranscrire à travers les images, les illustrations ou les photos qu'il a voulu utiliser. C'est comme, le Somnia que j'ai acheté, chez toi. Je l'ai pris, sous forme, photo. Évidemment, je pouvais pas prendre celui illustré, en dessin. Je voulais vraiment celui avec les photos. Mais parce que, il a une puissance, ce jeu, quand je le tiens dans les mains, je peux pas expliquer. C'est inexplicable, vraiment. On sent autant le côté du photographe, de l'artiste, que même des personnes qui posent sur, enfin, je sais pas, moi, il me provoque beaucoup d'émotions, ce jeu. Je l'aime beaucoup. Donc ouais, moi, je suis très visuelle, depuis toujours. Sur le Somnia, juste petit aparté, c'est vrai que ce jeu, il est autant fascinant qu'il peut déranger, je pense, de par ses personnages cagoulés. Enfin, il y a un côté un peu morbide quand même Ouais. dans ce jeu, mais le travail artistique derrière est exceptionnel. Tout est monté, tout est créé, les décors, les objets par le créateur Nicolas Bruno. Et c'est de la photo et c'est ouais, c'est Moi, incroyable. j'ai trouvé ça incroyable, je me disais: «Mais moi aussi, du coup, je veux faire ça. Moi aussi, je veux faire, un tarot photo, en fait». Mais ça demande beaucoup de travail, c'est clair, et pour l'instant, j'ai pas du tout, ce temps, mais ça reste pareil dans un coin de ma tête. Je sais un jour, je réaliserai un tarot de cette manière-là, c'est sûr et certain. Quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit: «Waouh, on peut le faire, en fait. Il y a pas de limite, on peut le faire». On va pas oublier, on va toutes et tous garder ça dans un coin de notre tête.
Tu sais, maintenant, c'est dit, hein, c'est enregistré. Non, mais moi, j'ai une page complète de projets à réaliser sur 5 ans. Donc, j'oublie jamais un seul de mes projets. Et je suis capable d'en faire 4 ou 5 en même temps. Donc, c'est pas un problème, quoi. Avant, je pensais que c'était problématique. Et en fait, quand j'ai compris que c'était une force de pouvoir travailler sur plusieurs projets en même temps, je me suis dit, ok, parfait. En plus de ça, tu bâcles rien et tu fais tout correctement. Donc, let's go. D'ailleurs, comment on passe de... C'était un peu ma question avant qu'on dérive sur la photo. Comment on passe de cartomancienne, puisque tu t'es lancé, on reviendra sur la naissance de ta découverte des cartes, etc. Mais comment tu passes d'une activité de cartomancienne qui commence en 2019, véritablement professionnelle, on va dire, Ouais. à quelque chose de beaucoup plus large, de créatrice de contenu, de créatrice de programmes, de peut-être un jour créatrice de tarot. J'ai déjà créé mon tarot, Nico. Oui, ben oui, alors, mais très bien, tu fais très très bien de me reprendre parce qu'effectivement, tu as déjà créé des jeux. Donc, alors, allons-y, vas-y. Comment on passe de je tire les cartes à je crée tout ce que je crée? En fait, comme je te disais au début, enfin comme je vous disais au début, moi je suis quelqu'un qui... Je ne me pose pas de limites. C'est-à-dire qu'on m'en a beaucoup mis dans mon enfance, du fait que j'ai été diagnostiquée TDAH. On a toujours voulu essayer de me mettre dans une espèce de case et m'enfermer un petit peu là-dedans. Et en fait, quand j'ai grandi j'ai eu ce truc de révélation où je me suis dit, mais en fait, je peux tout faire. À partir du moment où ça ne fait de mal à personne et que moi, ça me fait du bien, je le fais. Et en fait, quand je me suis lancée sur Instagram, c'était beaucoup moins populaire la cartomancie à ce moment-là. J'ai eu ce truc de tout de suite, je fais juste ce qui me plaît, en fait. Sans vraiment réfléchir à une direction artistique, à tout ça, finalement. Et en fait, un jour, quand j'ai vu que ça prenait de l'ampleur, que je commençais à avoir des abonnés, je me suis dit, ok, j'ai vraiment envie de créer un univers. Et en fait, l'univers de Femmes de l'Automne, ça va des consultations, aux ateliers, aux programmes et aux jeux que je veux créer. Et vraiment, j'ai ce truc de je ne me mets aucune limite. Si demain j'ai envie de créer un jeu que sur les champignons, parce que je suis passionnée de l'automne et des champignons, évidemment, je le fais. Si j'ai envie de créer un atelier sur ça, je le fais. Si je veux créer ce tarot, je le fais. Je me suis beaucoup débrouillée par moi-même. J'ai toujours été dans ce truc de vas-y. Si ça te fait plaisir et si tu sens que tu as envie de le faire, que tu as envie d'aller au bout de ce truc, fais-le. C'est vraiment ma ligne de conduite. Et j'enseigne ça à mes filles plus. Alors, c'est hyper intéressant et justement, je pense que ça va vraiment être le cœur, si ce n'est le titre de cet épisode de podcast. Comment tu arrives à dépasser toute peur, toute limite, tout blocage, tout ce qui peut nous être déjà tout ce qu'on peut s'imposer soi-même et tout ce qui peut nous être imposé par une éducation, un environnement familial, sociétal, culturel. Comment on, à moins que ce soit inné, peut-être tu vas nous dire, mais comment on arrive à faire fi de tout ça, à dépasser tout ça pour vraiment aller à la réalisation, à la concrétisation de ses rêves? Déjà, effectivement, je pense que ça fait aussi partie de moi. Est-ce que c'est à cause de mon trouble? Je ne sais pas, peut-être. Mais j'ai aussi une chance, c'est que je suis très bien entourée. C'est que dans ma famille, on est quasiment tous entrepreneurs ou patrons, que ce soit mon mari, que mes frères et sœurs, etc. Donc j'ai vraiment ce truc où on me pousse toujours. On me pousse toujours à... Ça te fait plaisir, fais-le. Déjà de base. Et en plus de ça, je suis vraiment le genre de personne à me dire, si je ne le fais pas, je sais que je vais être frustrée de ne pas avoir au moins essayé. Je suis comme tout le monde, hein, j'ai des peurs, j'ai des blocages, mais par contre, ces peurs et ces blocages-là ne me figent pas sur place. Jamais. Je vais vraiment essayer d'écouter pourquoi est-ce que j'ai peur et je vais essayer de comprendre, par exemple, pourquoi est-ce que je vais avoir peur de faire tel ou tel projet. Mais c'est jamais une fin en soi. Je vais jamais m'arrêter à me dire, ok, là j'ai peur, donc c'est bon, je laisse tomber. Au contraire, si j'ai peur, c'est qu'il y a quelque chose à explorer. Je me dis toujours, vraiment, vas-y. Si t'as peur, c'est que vraiment tu sens à l'intérieur de toi. Sauf si on sent que vraiment on se met en danger, hein, faites pas n'importe quoi. Mais si on sent que c'est une peur qui est pas
qui est pas là pour nous empêcher de mourir, par exemple. Pour moi, c'est qu'il y a quelque chose à creuser derrière, forcément. Enfin, c'est hyper intéressant et du coup, tu parlais de ta famille et c'était un peu mon premier point avant que finalement je dérive sur l'automne, c'est que tu es hyper bien entouré, hyper bien accompagné par une famille et un mari qui fait aussi partie de ta famille maintenant, qui est très ouvert, y compris sur l'aspect ésotérique, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc ça, je comprends que ce soit... j'allais dire un gros mot, mais je vais te dire un gros mot, une putain de ressource, quoi. C'est clair. Non, c'est clair. Sur ça, vraiment, je mesure ma chance parce que vraiment, mon mari, c'est un bon bélier très terre à terre. C'est quelqu'un de très terre à terre, de très concret. Quand on s'est rencontrés, j'avais déjà une première fille. Et quand il a vu que ça me passionnait, il comprenait pas au début. Des fois, il comprend toujours pas. Mais il aime. Tant que ça me passionne, tant que ça me fait du bien et tant qu'il voit que je suis épanouie, il me soutiendra toujours. Il m'a toujours soutenue dans n'importe lequel de mes projets, que ça soit dans la création de mon oracle, la création de mon tarot, mon site, mes formations, tout ce que j'ai pu proposer, il m'a toujours dit vas-y fonce. Il m'a jamais mis aucune barrière, jamais, jamais, jamais. Même les retraites en physique que j'ai organisées sur 2 ans, il m'a jamais mis une seule barrière. Et ma famille, c'est pareil, c'est mes premiers clients. Littéralement, ils font appel à moi dès qu'ils en ont besoin et dès qu'ils le peuvent. Donc, beaucoup de soutien, maintenant, surtout. Moins quand j'étais plus jeune. On est une fratrie de 6, j'étais au milieu, je comprenais pas où était ma place. Donc, c'était très compliqué. Mais quand j'ai ouvert vraiment cette vanne de la spiritualité, finalement, ils ont un peu tous sauté avec moi dedans. Et ils ont tous leurs particularités. Et il y a des choses différentes qui les passionnent par rapport à moi. Et du coup, c'est hyper varié, en fait, finalement. Et comme je te dis, on est quasiment tous indépendants. Donc, quand il y en a un qui doute, on va vers les autres et on se rebooste. Comme ça, on est une famille très soudée. Très, très soudée. Justement, j'avais prévu d'enchaîner sur autre chose encore, mais cette indépendance, ce côté entrepreneurial, est-ce que du coup ça a l'air vraiment d'être presque dans votre sang? Est-ce que tu as une expérience plus salariée? Comment tu appréhendes les deux? Quels sont pour toi les avantages, les inconvénients? Est-ce que pour toi ça serait envisageable d'avoir un boulot salarié ou c'est hors de question, tu vois? Non, on peut pas dire que c'est hors de question. Je l'ai été, j'ai travaillé pour une grande enseigne de décoration quand j'avais 17 ans, pendant 1 an dans un retour de voyage en Australie. Je suis revenue, il me fallait du travail, voilà. Ça a été mon seul job vraiment salarié. Puis après, à la suite de ça, mon grand-père est tombé malade, donc j'ai arrêté de travailler pour pouvoir m'occuper de lui avec ma grand-mère. Et je dirais pas que c'est impossible pour moi parce qu'on sait pas de quoi demain est fait et j'ai toujours dit à ma famille, mon conjoint et les gens qui me connaissent, j'ai 2 bouches à nourrir et si demain, Femme de l'automne, ça s'arrête, ça fonctionne plus et que je dois passer à autre chose, évidemment que je reprendrai un job salarié. Pour l'instant, c'est pas du tout envisageable parce que justement, je reste je reste hyperactive, j'ai quand même ce trouble-là et je l'ai toujours bien senti que pour moi, c'était compliqué d'avoir un job salarié parce que c'est compliqué pour moi déjà d'obéir aux ordres de quelqu'un d'autre. Mais en plus de ça, j'ai vraiment beaucoup de difficultés quand je suis à l'extérieur, en fait. Je suis quelqu'un où je suis bien chez moi, avec les gens que je connais, ou en petit groupe, en petit comité. Voilà, moi, si je dois ne serait-ce qu'aller faire les magasins le samedi, je suis en crise de nerfs après, je supporte pas ça. Ça me tend direct. Donc, si un jour je dois refaire un job salarié, peut-être en télétravail ou ce genre de choses, et non, pour moi, c'est essentiel aussi. Et il y a des gens qui sont pas du tout faits pour l'entrepreneuriat. Ça, c'est une certitude. Et faut essayer si on a envie d'essayer, mais il faut pas non plus se pousser dans le burn-out parce que quand on est passionné par ce qu'on fait, ça va, mais il y a quand même toujours des moments où ça va moins bien. Mais c'est pas tous les jours tout beau tout rose, c'est pas non plus tous les jours la catastrophe. Mais je pense qu'il faut quand même avoir les nerfs bien accrochés. Moi, une fois par mois, arriver à, je sais pas si c'est vraiment dû à la pleine lune, hein, mais dès qu'il y a la pleine lune, moi je suis en boule dans mon canapé et je me dis j'arrête tout. Parce que voilà, c'est émotionnel comme ça. Mais ça dure 24 heures.
Et après, je suis repartie et j'ai envie de faire plein de choses, etc. Mais je pense que c'est important de s'écouter aussi, mais je pense que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Vraiment. Je suis d'accord et effectivement, c'est bien de le rappeler dans une période où, alors, je trouve qu'on en parle un peu moins, mais il y a eu les quelques années qui ont précédé, depuis notamment 2020, la vague Covid, c'est cette idée de prends ta vie en main, sois indépendant, sois entrepreneur, t'auras la liberté, t'auras ceci, t'auras cela. Effectivement, mais pas que. Et ça peut pas convenir. Je suis d'accord que ça peut pas convenir à tout le monde. Par contre, ce que je voulais, et c'était hyper intéressant je vais te faire rebondir dessus. Ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que pour moi, une des clés du succès que tu as, c'est de te faire plaisir, de faire ce qui te fait plaisir, en fait, d'être motivé dans ton travail et de concrétiser dans ton travail des projets qui te font plaisir. Et moi, je vois trop souvent parfois sur Instagram des demandes, en fait. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous voudriez que je vous propose? Et pour moi, ça peut pas fonctionner. Je suis horrible avec ça, hein, mais j'ai un avis très tranché là-dessus. Pour moi, je ne demande jamais l'avis à ma communauté. C'est rare. Déjà, je demande jamais l'avis à ma communauté pour une nouvelle prestation, pour un prix encore moins. Enfin, moi, j'ai vraiment ce truc-là, c'est je fais uniquement ce qui me plaît. Sinon, ça ne sert à rien. Si je mets pas de cœur dans ce que je fais, ça va se sentir tout de suite et j'ai pas envie que ça se sente et j'ai pas envie de faire un travail par dépit. Je me lève chaque matin et je suis contente de faire ce que je fais et je veux que ça continue comme ça depuis autant d'années. Et non, moi je ne demande quasiment... Alors les gens vont se dire que je suis égoïste, bah oui. Mais je suis égoïste dans le bon sens du terme parce qu'au final, c'est grâce à ça aussi que je pense que je peux proposer justement du bon contenu. Parce que justement, si on commence à demander l'avis de Pierre-Paul Jacques, en fait, on ne s'arrête plus et tout le monde a des avis différents. C'est ce qui fait aussi la beauté de l'humain. On est d'accord là-dessus. Mais ça reste mon travail, ça reste ma page Instagram. Et moi, je me remets en question 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est très chiant, mais c'est très important. Mais c'est ce qui me permet aussi d'évoluer dans mon travail. J'ai pas besoin d'aller demander l'avis des autres pour ça. Je m'en sors très bien toute seule. Oui, puis pour moi, l'important, c'est d'exprimer qui on est, en l'occurrence que tu puisses exprimer qui tu es. Tu fais une proposition et si la proposition, elle plaît, tant mieux. Si elle plaît pas, tant pis, en fait, c'est OK. Toujours. Moi, ça a toujours été... moi aussi, j'ai eu des flops sur des prestats que j'ai proposés, des choses que j'ai proposées où ça n'a pas marché. C'est pas grave. Vraiment, j'ai pas de peur de l'échec. Du tout. Et j'ai plus la peur de la réussite que de l'échec. Le fait par exemple, quand on me dit non, ton compte Instagram, il devrait avoir beaucoup plus d'abonnés parce que tu fais tellement un travail de qualité, je ne veux pas. Genre, ça me fait paniquer à l'idée d'y penser. Ça peut paraître hyper bizarre, mais je suis pas prête à avoir une communauté à 100K avec des haters, des gens qui viennent. Là. Moi, je suis bien en petit comité, 6000 citrouilles, c'est déjà beaucoup, hein. Mais voilà, que ça vienne doucement, que j'apprenne à connaître les gens. Moi, je peux pas passer d'un état à un autre comme ça, pas du tout. Et la peur de l'échec, au contraire. Moi, l'échec, c'est dans l'échec que j'ai toujours le mieux rebondi, que j'ai toujours le mieux appris, vraiment. Peu importe le domaine, que ce soit dans le pro comme dans le perso. Parce que des échecs, j'en ai eu, autant dans le pro que dans le perso. C'est hyper important de le dire et de le rappeler. Et en plus, même si ça fait un flop, comme tu dis, comme tu auras fait quelque chose qui te faisait plaisir, finalement, tu auras quand même pris du plaisir. Complètement. Je m'arrête jamais au truc de me dire ça a pas marché. Ça a toujours marché d'une certaine manière parce que je me suis éclatée, parce que même s'il y a que 3 personnes qui ont été intéressées, ça m'est égal. Vraiment. Il y a des fois où je vais sortir des ateliers qui vont cartonner, il va y avoir 30 personnes d'inscrites. Puis là, il y a un atelier qui arrive vendredi, il y a 3 personnes d'inscrites. Et il y en a qui se diraient mais mon Dieu, tu vas bosser tant de temps pour juste 3 personnes. Je m'en fiche complètement. J'ai juste tellement envie de parler de ça que c'est pas grave. Il y aurait pu avoir qu'une personne. C'était pareil pour moi. L'atelier sera passé au moment où on va diffuser l'épisode, mais moi je suis curieux de savoir la thématique de l'atelier du coup. C'est sur les rêves et les symboles en fait. Finalement, c'est pour aller explorer avec le tarot et les oracles ce qui se passe dans nos rêves et les messages à décrypter derrière. Trop intéressant. J'adore.
J'aime beaucoup le partage que tu nous offres parce que il me parle beaucoup au moment où on enregistre cet épisode, où je suis vraiment en train de me questionner sur l'ampleur que je veux véritablement donner au Salon des Arcanes. Et quand tu parles de rester en petit comité, de garder quelque chose d'intimiste, je me demande si je me suis pas un peu égaré sur la route, tu vois, parce que j'ai un peu cette aspiration là, je pense. Et bon, voilà. Bon, bref, c'était une petite parenthèse, mais en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Je ne doute pas qu'il y aura d'autres personnes qui nous écouteront et à qui ça parlera. Donc, c'était chouette de pouvoir en parler, de pouvoir aborder ce sujet-là. Ouais, la communauté sur Instagram, c'est particulier. Tout le monde ne comprend pas forcément que Instagram, ça reste aussi notre travail. Malgré le fait que moi, je suis sur Instagram comme je suis dans la vraie vie, je te parle à toi comme je parle à mon mari. Enfin, ça change absolument rien. Mais c'est de la remise en question quand même constante. Et ça, c'est pareil, je pense qu'il faut y être préparé parce que c'est pas aussi facile qu'on ne le pense. C'est pas genre j'arrive, fleur au fusil, tout va bien se passer, j'ai mes idées, c'est génial. Non, il y a des fois où justement on va avoir des mises à l'épreuve, comme Sylvie du compte Taronaute aime souvent le dire et que j'aime beaucoup le dire aussi. Il y a ces mises à l'épreuve là et je pense que effectivement le fait de voir grandir sa communauté, évidemment c'est tout ce qu'on se souhaite, surtout toi avec la boutique et les dépenses qu'il y a autour de tout ça. Mais il y a ce côté où je trouve que ça fait quand même peur. C'est vrai que on parle souvent de la peur de l'échec et rarement de la peur de la réussite. C'était intéressant que tu abordes ce sujet-là parce que c'est une réalité qu'on prend rarement en compte. C'est vrai, et il y en a qui me disent mais je comprends pas pourquoi. Même mon mari, ma sœur, enfin on discute très souvent, on est très proches et ma sœur me dit tout le temps mais je comprends pas que t'aies peur de réussir. Et je lui dis en fait ce qui va avec la réussite, c'est pour moi c'est le manque de temps. Et pour moi le temps c'est vraiment la ressource la plus importante dans ma vie. Et je lui dis j'ai pas envie de sacrifier du temps avec par exemple ma famille, mes amis, mes filles pour le plan professionnel et vice versa. En fait, je lui dis j'ai envie de garder cet équilibre là. Et en fait, je pars du principe qu'à partir du moment où plus t'avances, plus tu réussis, bah forcément il y a des choses qui évoluent. Alors après c'est pareil, hein, ça c'est des plans sur la comète que tu te fais et que tu réfléchis tout seul, mais tu te dis si j'ai moins de temps là, bah je pourrais faire moins ça, etc. Et moi j'ai toujours envie de garder cette ligne de conduite de je fais ce qui me plaît. Et je me dis j'ai pas envie de faire parce que tu comprends, Manon, elle a 100K sur Instagram, donc il faut... Non, pas du tout. Du tout. ça me stresse. Non, non, ça, je veux pas. Je veux pas. Un jour, peut-être quand je serai plus âgée, hein, je dis pas, là, j'ai même pas encore 30 ans, mais peut-être qu'un jour, je vais évoluer par rapport à ça, et je me le souhaite. Hein, mais voilà, pour l'instant, ma famille est ma priorité, mes filles, c'est sûr et certain. On a passé une année très compliquée, et je me suis vraiment rendu compte à quel point il me fallait cet équilibre où j'ai suffisamment de temps en famille et suffisamment de temps avec le travail. Parce que c'est pareil, vu que j'aime mon travail, j'ai aussi besoin d'avoir ce temps de travail. J'ai jamais vu ça comme une corvée. Genre, je souffle jamais. Et du coup, souvent, je suis là. Allez, c'est bon. Toi, va au travail, toi, va à l'école. Allez, maman, elle va bosser, ça va lui faire du bien parce que là, voilà, le week-end était long. Donc des fois, ça fait du bien aussi. Mais j'ai besoin de cet équilibre parfait. Et ça, c'est très fragile. Très, très fragile. C'était justement ma question en t'écoutant, comment on maintient un équilibre quand on est à son compte, indépendante, que tu travailles de chez toi, je pense, tu travailles de chez toi. Tu disais que tu avais passé 3 ans avec ta dernière petite. C'est ça. Donc en fait, bah, tu bossais en parallèle. Comment on maintient cet équilibre, justement, famille, travail, quand on est comme ça, indépendante, à la maison? Alors, ça sera ton expérience, hein, bien évidemment. Elle ne pourra pas s'appliquer à chacun, à mon avis, vit les choses différemment. Mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir ton retour sur ça. Moi, la première chose que j'ai mis en place, déjà, c'est... Ça va paraître fou peut-être ce que je vais dire, hein, mais je me suis mis mes jours de congé. J'ai déposé mes horaires tout de suite. Je me suis dit, ok, le lundi, je travaille pas. Le mercredi, je travaille pas. Le dimanche, je travaille pas.
Et en fait, ça s'est déjà tout mis, on va dire, autour de tout ça. Et avec mon mari, on a pris les mêmes jours de congé. Enfin, le dimanche et le lundi, et le mercredi, c'est par obligation, forcément, avec les enfants. Et parce que j'ai besoin de passer une journée aussi qu'avec elle. Et donc, j'ai eu de la chance parce que mon mari, donc, il est patron, il a un restaurant. Et en fait, il a des horaires en décalé de moi. Ce qui fait qu'en fait, mes consultations étaient souvent, par exemple, les après-midi pendant 3 ans, parce qu'en fait, il rentrait. Et donc, j'avais un laps de temps, de telle heure à telle heure, où je pouvais être en consultation sans avoir à gérer, par exemple, mes filles. Et lui prenait le relais. Je travaille le soir aussi, très souvent, mais parce que ça, c'est ni un choix ni une nécessité, c'est que j'adore. J'aime beaucoup travailler le soir. La nuit, c'est une ambiance complètement différente. Toute ma création de contenu, ou en tout cas une bonne partie, se fait la nuit, parce que j'adore ça. Mais j'ai trouvé un rythme on a trouvé un rythme de famille qui nous convient bien. Mon mari et moi, on a ce relais, en fait, finalement, quand l'un bosse, l'autre est là, etc. Et on a quand même notre lundi et notre dimanche ensemble, où c'est complètement off, en fait. Et encore mieux aujourd'hui, puisque la dernière va à l'école. Donc, notre lundi, genre, c'est vraiment notre journée à nous. On va faire des randos, on va faire des raquettes, on va au ciné. Enfin, voilà, là, on se retrouve vraiment. Mais je pense que c'est important de définir un certain cadre. Et ça, c'est pareil, c'est grâce à mon entourage, ma famille, mais aussi à mon expérience en tant que photographe, où je me suis dit tout de suite, je fixe un cadre. Ça arrive qu'il y ait des gens qui me disent mais tu travailles pas le soir, tu travailles pas tel jour, etc. Non, ça peut paraître bête ce que je vais dire, mais tu vas pas écrire à ton médecin pour lui dire ok, je suis dispo samedi soir à 23h pour ma consultation. Bah non, le médecin il va te dire écoutez, c'est gentil mais ça va pas être possible. Donc non, j'ai tout de suite défini un cadre et ça a été le plus important pour moi. Tout de suite. J'aime bien l'analogie avec le médecin parce que je suis toujours obligée d'imager. Je sais. Effectivement, quand on a une proximité comme tu peux l'avoir avec ta communauté ou même ta clientèle, du coup, qui fait partie de ta communauté, et je l'ai vécu aussi, on a parfois des demandes qui partent très probablement d'une bonne intention, mais en fait qui sont un petit peu irrespectueuses aussi. Qui sont déplacées, pour moi. Qui sont déplacées. Effectivement, moi, ça m'est aussi arrivé d'avoir des demandes de réduction, de ceci, de cela, au début surtout. Donc en plus, c'est le plus difficile parce que c'est vraiment en plus le début où tu as vraiment besoin de faire rentrer de l'argent, tu as vraiment besoin de vivre en fait de ton activité, de la faire exister parce que tu es au début, donc tu cherches encore à la faire exister. Et voilà, et tu as des demandes. Et pareil, j'avais eu cette idée de est-ce que tu vas à la librairie de ton quartier en disant est-ce que vous pourriez me faire 50% sur une ristourne sur ce livre parce que je voudrais vraiment l'acheter, mais en fait non, en fait. Même la peur financière, ça n'a jamais été un blocage parce qu'il y en a plein qui me disaient mais tu te rends compte, tu refuses des gens, tu refuses des clients. Pas grave. C'est pas grave. C'est que j'étais pas la bonne professionnelle pour les accompagner à ce moment-là. C'est pas grave. Et ça n'a jamais été... ça c'est pareil, je pense que c'est vraiment une éducation, mais moi, l'argent, c'est quelque chose d'impalpable. Ça va, ça vient, ça repart, ça revient. C'est pas du tout un problème pour moi, dans le sens où je suis pas paniquée. J'ai jamais été paniquée. Et pourtant, j'ai été dans des situations très, très, très inconfortables avec l'argent. Mais j'ai toujours eu ce truc, en fait, à partir du moment où tu peux regagner bien ta vie, tu peux faire rentrer de l'argent, tu peux reprendre un job salarial. Il y a toujours une possibilité. Et quand les gens... parce que moi, j'aime bien aussi aider les personnes qui se lancent et qui viennent pour discuter et me poser des questions. Je suis toujours très ouverte. Un petit peu moins maintenant, mais c'est parce que j'ai eu une année très compliquée. Mais en temps normal, je suis assez ouverte sur le sujet. Et en fait, je leur disais, se plier à l'exigence d'un client tout le temps, c'est lui donner des mauvaises habitudes. Et un jour, ça se retourne contre toi. Donc ça, c'est non. C'est pas chez moi. Moi, je l'ai toujours dit, j'aime mes clients, j'aime mes citrouilles, mais le client n'est pas roi chez Femmes de l'Automne. Ça n'existe pas ici. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je partage assez. Tu reprends cette expression le client est roi, qui est une expression qu'on nous a servi et resservi. Enfin,
depuis, je sais pas d'où elle vient d'ailleurs cette expression-là, mais effectivement, elle est ancrée dans j'ai envie de dire dans le patrimoine presque. Le client est roi, ça fait partie de, je sais pas, de l'inconscient collectif, en tout cas en France. Moi, quand j'étais en études de commerce, on me disait au magasin, le client est roi. Et alors déjà, moi, quand j'étais ado, je supportais déjà pas ça. Je me disais, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et justement, mon premier job en tant que salarié dans ce grand magasin de décoration, quand j'ai passé mon entretien d'embauche, mon ancienne patronne m'a dit qu'est-ce que tu réponds à un client s'il te dit que le client est roi ici? Pas du tout, pas avec moi. Elle m'a tendu la main, elle m'a dit parfait, tu commences lundi. Ok, enfin je rencontre des gens qui pensent comme moi. Et je me disais c'est pas possible. Enfin, je pouvais pas être dans ce truc de non, le client est roi. C'est pas, non, moi à partir du moment où il y a du respect, dans un sens comme dans l'autre, il y a pas de souci. Je peux tout donner pour toi. Si tu me respectes pas, je te respecterai pas. Et ça a toujours été. Je suis une enfant terrible, hein, je le sais. Hein, il y en a qui vont se dire que c'est pas bien de fonctionner comme ça et que je perds des gens. C'est pas grave. Moi, même ma mère, elle m'a toujours dit, tu verras, les bonnes personnes qui doivent venir travailler avec toi ou être tes clients, c'est parce que ils viendront pour toi, ta personnalité, et ils s'accommoderont en fait de tes possibilités aussi, quoi. Et c'est le cas aujourd'hui. Oui, et je pense que ce que tu viens de préciser, c'est hyper important. C'est que c'est pas une question de service ou de qualité de service, de prestation. C'est une question de respect, tout simplement. Tout à fait. Pour moi, et moi, le respect, c'est beaucoup trop important. Je sais que peut-être je saoule les gens avec ça, hein. Mais encore hier, voilà, on était dans les achats de Noël, je me suis embrouillée à une caisse, quoi. Parce que je supporte pas, en fait, même dans le quotidien, finalement, une dame d'un certain âge qui mettait la pression à la petite caissière du magasin de jouets, parce que oui, effectivement, il y avait beaucoup d'articles, elle prenait son temps, mais en même temps, on discutait, avec les gens de devant. Et vraiment, là, je me suis retournée, mais toujours pareil, de manière respectueuse, et je lui ai dit, si vous voulez aller plus vite, en fait, vous allez là-bas, parce que là, vous êtes en train de m'emmerder, désolée du terme, vous me criez dans les oreilles, et je lui dis, c'est de l'irrespect total. Elle est partie. Je supporte pas l'injustice et je supporte pas l'irrespect, surtout en cette période dans laquelle on arrive, par pitié, ayez vraiment de la patience envers les gens, c'est hyper important, ils font déjà pas des métiers faciles, mais si en plus de ça, on passe notre temps à leur crier dessus, moi je peux pas. Que ça soit dans le travail, dans le perso, à l'extérieur, le respect, c'est obligatoire pour moi. En fait, moi, quand on parle là de respect, et juste avant, tu parlais aussi de fixer des horaires dans ton rythme de travail, de fixer des jours de congé. Il y a une vraie notion de poser en fait des limites, de poser presque des garde-fous, j'ai envie de dire. Et ça fait écho à un autre sujet sur lequel je voulais rebondir quand on parlait de passion, de métier passion, et c'est qu'à un moment tu as dit il faut faire attention parce que ça peut prendre ça peut, alors je vais pas retrouver tes mots exacts, mais qu'en gros ça peut nous déborder, ça peut on peut perdre le contrôle tellement on est passionné par ce qu'on fait que finalement on va s'épuiser à la tâche. Et du coup, pour moi, ça fait vraiment. Je voulais rebondir là-dessus. Et du coup, là, quand on parle de respect et d'horaire et de jour, c'est vraiment une notion de garde-fou, ouais, presque plus que de limite. Je sais pas comment l'exprimer. Complètement. Mais c'est autant pour moi que pour mes clients, hein, que je le fais. Enfin, peut-être qu'ils prennent ça comme une contrainte et je l'entends. Mais c'est hyper important de poser des limites, poser un cadre. C'est pareil, d'avoir une charte de déontologie, la manière dont je travaille, le fait que je traite pas la santé, que je traite pas la grossesse, etc. Il y en a qui comprennent pas. Quand je leur dis que je traite pas ça, parce que à l'ancienne, les anciennes voyantes, il y avait pas de problème pour elles d'annoncer un cancer ou une grossesse ou une fausse couche. C'était zéro souci, quoi. Moi, c'est pas dans ma manière de faire. Je sais que c'est interdit. Je suis quelqu'un qui n'aime pas être hors la loi. Donc, quand je sais que quelque chose est interdit, déjà, je vais dans ce sens-là. Voilà. Qui plus est, en plus de ça, c'est vraiment pour leur bien-être aussi à eux en tant que clients. Et poser des limites, c'est hyper important parce qu'effectivement, au bout d'un moment, quand tu fais un métier passion, il y a toujours une bascule. Je pense, tu me diras Nico, toi ce que t'en penses, mais on a toujours une bascule où à un moment donné, ça prend trop de place. La passion prend trop de place et en fait, t'es là et tu te dis, oula, ça fait 3 mois et demi que j'ai pas vu mes amis. Ça fait 1 mois que je suis pas allée voir ma grand-mère. Ok, là, ça prend trop de place. Et ça, c'est hors de question. J'ai eu cette bascule-là l'année dernière, au même moment où j'ai appris que ma fille était autiste.
Et en fait, ça a été un espèce de craquage émotionnel complet. Et là, je me suis dit, ouh, stop, je fais quoi là ? Je fais comment ? Ça a été trop. Et à ce moment-là, je me suis dit, je veux pas passer ma vie à côté de ma fille en étant comme ça, en train de répondre au MP, machin. Non, je veux lui accorder toute mon attention, que ce soit à elle ou à sa grande sœur. Et la chose que j'ai faite et qui me sauve aujourd'hui, c'est que j'ai enlevé toutes les notifications de mon téléphone. Je sais que ça peut paraître hyper bête, ce que je suis en train de dire, mais si vous m'écrivez sur Instagram et que je ne suis pas sur Instagram à ce moment-là, je ne verrai pas votre message. Enfin, j'aurai pas la notification. Et ça, c'est une charge mentale en moins, mais c'est incroyable. Et on est beaucoup plus, du coup, dans l'instant. Okay, quand je suis en train de créer du contenu, je suis en train de créer du contenu. Quand je suis avec ma fille, que ça soit la grande ou la petite, je suis vraiment avec elle. Tu vois, et ça, c'est pareil. Je pense que c'est hyper important. Ça évite de se sentir justement dépassé. Parce qu'avant, mon mari, la seule réflexion qu'il était capable de me faire dans le quotidien, non, je rigole, je suis chiante aussi, mais il me disait, voilà, t'es tout le temps sur ton téléphone. Et en fait, à un moment donné, ça a juste fait pouf dans mon cerveau. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et ouais, vraiment, il y a un an, il y a eu un mélange de tout, en fait, pro, perso, et je me suis dit, stop, je peux plus, je veux pas vivre comme ça. Et j'aime mes clients, mais vous passez après ma famille. J'ai envie de dire encore heureux. Ouais. Il y en a qui se font déborder par ça aussi, qui laissent complètement leur famille de côté et qui vont se concentrer sur leur carrière, leur réussite, chose que j'entends. Et moi, j'ai vraiment envie de prouver aussi à mes filles que tu peux avoir ta vie de famille, ta vie perso et entretenir une bonne relation avec ta vie pro aussi, quoi. Que c'est quelque chose qui est faisable. Oui, cet équilibre, finalement, on y revient. On n'a pas arrêté d'en parler, finalement, cet équilibre vie pro, vie perso, comment on arrive à maintenir les deux. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça prend parfois des proportions démesurées. Enfin, je suis le premier à répondre à des DM Insta à 22h30. Enfin, ce qui est complètement absurde. Enfin, non, après, ça dépend de toi, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Si je vous réponds, c'est que c'est OK. C'est que voilà, ça me dérange pas et que je suis là et que pourquoi ne pas le faire, quoi. Si je réponds pas, c'est que j'ai pas envie et c'est que je peux pas. C'est certainement que je dors ou que je suis en train de créer du contenu et que du coup, j'ai pas envie de répondre à mes MP, quoi. Mais ça dépend de chacun. Ça, c'est pareil, c'est des cases et des choses qu'on s'inflige, entre guillemets, genre oui, à partir de telle heure, faut plus répondre à ta communauté parce que tu leur donnes des mauvaises habitudes. Non, enfin, c'est toi aussi comment tu te sens, et puis les gens, on fait pas des métiers d'urgence. Moi, quand j'ai des gens qui viennent me voir, Manon, j'ai une urgence, ouais, bah tu vas à l'hosto, tu viens pas voir ta voyante, enfin, sorry, mais je ne suis pas une urgence, je ne peux pas traiter des urgences. Voilà, les gens, si on leur répond, bah ils sont tout contents, puis si on leur répond que le lendemain, je pense que ça change rien à leur vie, vraiment. C'est très bien de le rappeler, je suis assez d'accord sur le fait que oui, on ne traite pas des urgences vitales, comme tu dis, c'est vrai que... Si tu as envie de répondre, tu réponds. Si tu n'as pas le temps ou pas l'envie, tu réponds pas. Enfin, c'est vraiment comme, une fois de plus, c'est s'écouter et faire comme nous, on a envie de faire, en fait. Oui, mais ça demande aussi, finalement, de sortir d'un contexte presque d'une éducation aujourd'hui, de l'instantanéité, de l'immédiateté, de la disponibilité. Il faut arriver à sortir de ça et c'est pas toujours simple. Non, ça c'est sûr que c'est pas évident, surtout à l'ère des réseaux sociaux, tout va vite. Enfin, tu vois, ça m'a beaucoup touchée, par exemple, quand t'as eu les soucis avec les jeux de Yéna et que t'as eu des retours hyper virulents, hyper méchants, et en fait je me disais, mais comment on peut arriver à un stade où on va engueuler des gens pour des bouts de carton ? Enfin, à un moment donné, c'est pas une urgence vitale, genre votre vie n'en dépend pas, et à quel moment tu vas t'en prendre à quelqu'un qui les met en vente ? C'est pas Amazon, enfin, tu veux de la rapidité, tu veux du non éco-responsable, tu veux du non éthique, bah vas-y, voilà. Mais ne t'en prends pas aux autres, et ça m'avait rendu dingue. Mais parce que les gens veulent tout de suite, etc. Il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent, Manon, t'as pas de rendez-vous demain ? Non, j'ai pas de rendez-vous demain, effectivement. Désolée.
Voilà, l'agenda est complet, je peux rien y faire de plus. Non, mais hier soir, mon agenda a buggé, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais une consultation qui s'est programmée à 21h et quelques hier soir pour ce matin à 9h30. Alors j'ai écrit à ma cliente, il était quasiment 10h en lui disant je suis désolée, mon agenda, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je travaille quasiment jamais le mardi matin. C'est très rare que j'ouvre mon mardi matin. Je dis là, il a pris des libertés, mon agenda. La personne était forcément déçue. Voilà, je l'ai remboursé, il n'y a pas eu de problème, etc. Mais voilà, c'était pareil, c'était une urgence. Mais non, pour moi, je ne traite pas d'urgence en plus de ça. Et voilà, ça m'arrive de faire des gestes envers certains clients, etc. parce que ça me touche personnellement. Mais le respect, toujours, voilà, le respect, parler avec respect. Et ouais, toi, quand tu avais eu des soucis avec les expéditions, les commandes, etc., au niveau des jeux, ça m'avait... Ah, j'étais fâchée. J'étais fâchée. Ouais, on en avait parlé à ce moment-là. Ben, on va passer vraiment au sujet cartomancie tarot. Du coup, je pense que là, après quasiment 1 heure, on a bien fait le tour. Et je voulais du coup savoir, enfin moi et puis nos auditeurs, nos auditrices peut-être, comment t'es tombé dans ce milieu, peut-être on peut dire, ésotérique. Comment t'en es venu à te questionner sur ta spiritualité, comment t'as accueilli un premier tarot dans tes mains? Tarot ou oracle d'ailleurs. Alors, effectivement, c'était un oracle. C'est le petit cartomancien des anciennes éditions Grimaud, d'abord, que j'ai eu dans les mains, qui appartenait à ma grand-mère et elle ne s'en servait absolument pas, parce que je le répète souvent, mais je ne descends pas d'une grande lignée de voyantes, hein, pas du tout. Ma grand-mère a tiré une fois avec et une fois le tarot, elle s'est fait peur toute seule, elle n'y a plus jamais touché. Et mon grand-père était croupier dans un casino, donc c'est lui qui m'a appris à mélanger des cartes, mais pas du tout pour faire de la divination avec. Du coup, comment je suis tombée dans la marmite? Eh bien, écoute, c'était en 2016, du coup. Je revenais donc de mon voyage en Australie. Ça a été déjà un voyage qui a été très transformateur pour moi, d'aller me confronter à un autre pays, une autre langue, une autre culture. Donc déjà, je suis rentrée, j'étais vraiment différente. Je me sentais en tout cas différente. Et à ce moment-là, en fait, on a appris que mon grand-père, donc, était malade, avait un cancer. Et donc, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de lui. C'est allé très, très vite. En 3 mois, c'était plié, cette histoire, comme on dit. Mais je voulais aider ma grand-mère parce qu'il ne voulait pas être à l'hôpital. Et donc, on s'est occupé de lui chez eux. Et je voulais pas que ma grand-mère puisse faire ça toute seule. Et en fait, quand il est décédé, déjà, j'ai perdu le pilier de ma vie. C'est mes grands-parents, moi, qui m'ont pratiquement élevée. Donc, j'ai perdu mon repère principal. Et en fait, j'étais dans une telle détresse émotionnelle que je me disais, c'est impossible qu'il y ait rien après. Il peut pas rien y avoir. C'est pas possible. Il y a forcément quelque chose. Et en fait, déjà à ce moment-là, j'ai commencé à utiliser donc principalement les oracles. Les tarots, je les ai découverts plus tard. J'ai découvert ça en 2019, le tarot. Vraiment, où je savais que ça existait, mais je m'y intéressais pas. Je pensais que c'était trop compliqué. Et en fait, à ce moment-là, j'ai aussi découvert donc les oracles et la TCI. Et c'est la TCI qui m'a ouvert toutes les portes et toutes les possibilités possibles et inimaginables autour de la médiumnité, du contact défunt, de la voyance, de la cartomancie et du tarot. Donc je suis vraiment tombée là-dedans au moment du décès de mon grand-père, non pas par comment on peut appeler ça, curiosité, mais par nécessité à ce moment-là. C'était mon seul moyen de tenir chaque jour en me levant, sachant que j'étais enceinte de ma première quand il est décédé. Il fallait que je trouve une possibilité de me dire il y a quelque chose après et il va bien. Enfin, ça va aller. C'est alors on sent vraiment l'attachement à ton grand-père. T'en parles beaucoup. C'est très beau, je trouve, ce lien qui perdure, hein, bien évidemment. Et c'est souvent, enfin moi, ce que je remarque, c'est en discutant avec des gens à travers ce podcast, mais pas que, c'est que c'est quand même très souvent à l'issue d'un décès marquant qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Ouais, je pense que pas pour tout le monde, hein, et heureusement. heureusement, mais je pense que quand on perd quelqu'un et de manière aussi brutale et une personne qu'on aime tellement,
que je pense qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Et j'ai fait un épisode d'ailleurs de podcast qui est sorti dimanche dernier, où on aborde le deuil, et c'est Sandrine Ashka qui est venue nous parler de la perte de son fils. Elle était déjà dans le milieu de la spiritualité, mais il y a quelque chose qui s'est renforcé finalement après la perte de son enfant. Et je pense que quand on vit quelque chose d'aussi bouleversant, on a besoin de se raccrocher à quelque chose en fait. C'est plus un besoin qu'une simple curiosité. Tu parlais de TCI. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ou alors je raccroche pas les wagons peut-être, mais... Il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ce qu'est la TCI. Donc la TCI, c'est la transcommunication instrumentale. Il y a une association qui existe, c'est TCI IFRE France sur Instagram si ça vous intéresse, qui sont vraiment très calés. Et donc la TCI, c'est quoi ? C'est la possibilité de communiquer avec l'au-delà par différents moyens. Il y en a qui vont utiliser la radio, moi c'est mon moyen. Il y en a d'autres qui vont utiliser l'eau qui coule d'un robinet pour enregistrer les voix qui vont se poser vraiment sur l'eau qui est en train de couler. Sur le site du coup TCI IFRE, vous pouvez voir, ils ont une espèce de cabine dans laquelle ils envoient de la fumée. Et en fait, on voit des visages, des mots, des chiffres qui se dessinent. Et en fait, c'est un moyen un peu plus scientifique, si je puis dire, ou un peu plus concret, d'entrer en contact avec les défunts. Et aujourd'hui, je reçois, sans forcément passer par la TCI, je reçois des messages et j'ai une claire audience qui est quand même assez présente, mais j'ai toujours eu ce besoin, parce que je suis quelqu'un de quand même assez terre à terre malgré le métier que je fais, j'ai toujours eu besoin d'avoir du concret. Et en fait, je me disais, la TCI, vraiment, t'enregistres des voix, t'enregistres des réponses à des messages, à des questions que tu vas poser, et tu reçois des réponses. C'est pas genre, toi, tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui dis, ta grand-mère pense à toi, genre, pour moi, c'est un petit peu de l'effet Barnum, ça, genre, tout le monde peut le dire, le faire, quoi. Là, il y avait vraiment ce côté où t'enregistres une voix, une réponse à une question, et tu livres ça à la famille ou aux personnes qui t'ont contacté, et je trouve ça dingue, en fait. Et c'est vraiment la TCI. Moi, j'ai rencontré du coup ma formatrice, celle qui m'a formée à la TCI, juste après le décès de mon grand-père. Et en fait, évidemment, elle a refusé de me faire une séance TCI. Le décès était beaucoup trop frais et j'étais anéantie. Et en fait, elle m'a ouvert une porte où, voilà, ça a fait boîte de Pandore, quoi, vraiment. J'ai ouvert un truc et là, c'était fini. Enfin, c'était fini. C'est le début de tout, finalement. Je veux bien que tu nous racontes un peu, je sais pas, peut-être tes premiers pas ou une expérience marquante, parce que je pense que tu es la première personne que je rencontre qui pratique en tout cas ça. Ok, trop bien. Les premiers temps, donc quand Vanessa, donc elle s'appelle Madame Fantôme sur Instagram. Je fais beaucoup de pubs, désolée, peut-être que t'aimes pas ça, mais Non, mais je mettrai même les liens dans le descriptif du Vanessa, podcast. elle proposait donc des séances TCI et après elle s'est mise à proposer donc une formation. J'ai été la première à m'inscrire à cette formation. On discutait beaucoup en message privé et quand elle a vu mon inscription, elle m'a dit bien sûr que tu vas la faire cette formation, bien sûr qu'elle est pour toi. Donc déjà j'étais hyper touchée et on va dire que mes premières séances, il y avait beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Je me disais mais je vais vers quoi là ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et en fait, ça a eu un effet sur moi, mais qui a été assez incroyable, c'est que je me suis sentie toute légère. Et en fait, entendre pour la première fois des voix qui sortent d'une radio, qui ne sont pas la radio énergie, la radio plus, qui sont des voix un petit peu, je sais pas comment expliquer, pas robotisées, mais pas vraiment humaines, je saurais pas dire, désincarnées, quoi. J'ai pas du tout eu peur, au contraire, c'était incroyable. Et je me souviens, la deuxième fois que j'ai enregistré, alors là, j'ai beaucoup rigolé. Les défunts sont assez drôles, je trouve. En tout cas, en séance TCI, je suis toujours tombée sur des personnes vraiment sympathiques. Une fois, je m'étais embrouillée avec mon mari, et juste après, j'ai fait une séance TCI par rapport à la formation, il fallait que je m'entraîne, etc. Et en gros, les défunts m'ont dit que mon mari était la réincarnation de Dieu. J'étais là, oui, bien sûr. Pas du tout.
Et ils appuyaient là-dessus. Un fantôme de Dieu, réincarnation de Dieu, etc. Et genre, quand j'ai fait écouter ça à mon mari, ils m'ont dit, tu vois, ils sont de mon côté. Donc, il y a plein de trucs comme ça où c'est hyper drôle de réécouter. Un jour, j'arrive, plein été, j'avais mis une robe avec plein de rayures de couleurs différentes. Il y avait du bleu, du orange, du rouge, etc. Et le premier truc qu'ils ont dit quand j'ai allumé la radio, c'est elles sont jolies les couleurs. J'étais là, merci, vous validez ma tenue. Très gentil, très aimable à vous. Et en fait, c'est impressionnant, mais en même temps, je trouve ça magnifique. Et pour moi, je le dis tout le temps, par exemple pour le tarot, la cartomancie, pour moi, c'est pas du tout réservé à une élite. Tout le monde peut pratiquer, tout le monde peut le faire. La TCI, pour moi, il y a quelque chose de sacré. Je ne saurais pas à l'expliquer. Là, je sors une formation, hein, c'est sur dépôt de candidature, je vais appeler les personnes. Enfin, j'ai fait le truc très carré parce que je ne veux pas former tout le monde et n'importe qui à la TCI. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très sacré. Je ne saurais pas à l'expliquer avec la TCI, je sais pas, je peux pas l'expliquer. C'est sacré pour moi. C'est pas du tout comme le tarot, même si on a un outil qui est sacré à la base, hein, dans nos mains. Mais là, il y a quelque chose de différent. Il y a un plan différent. C'est comme si vraiment tu prenais la prise de ton micro et que tu la branchais, je sais pas, là-haut, dans un canal réservé à ça. Et tu as la chance et l'opportunité de faire des super rencontres, de discuter avec des personnes qui sont incroyables. Il y en a, ils te font des phrases, il y en a qui te disent juste des mots. J'ai eu la chance d'avoir une personne, quand j'ai proposé les consultations TCI, une maman qui m'a contactée parce qu'elle avait perdu son bébé in utero. Et je ne savais pas quoi faire et je ne savais pas vers quoi j'allais non plus parce que je me suis dit, il va pas pouvoir parler ce bébé, ça va être compliqué. Et je lui ai dit, écoute, je vois ce que je peux faire, je vois ce qui sort, et je te tiens au courant. Et en fait, magnifique, parce que tout le long de l'enregistrement, j'ai eu les battements comme quand on va à une échographie et qu'on écoute le cœur du bébé. Tout le long. J'ai pas eu de mots, j'ai rien eu de plus que ça, juste ça. Et donc, j'ai donné à la maman cet enregistrement en m'excusant, en lui disant, je suis vraiment désolée, mais j'ai eu, entre guillemets, que ça. Et elle m'a dit, mais c'est parfait. C'est tout ce dont j'avais besoin, quoi. Ça me met les larmes, forcément, d'en parler, mais voilà, c'est des beaux moments, quoi. Donc, en fait, quand tu lances une séance de TCI, ça peut être en consultation, ça peut être avec des demandes particulières, c'est pas juste un moment où on va capter ce qu'il y a à capter à ce moment-là. Complètement. Tu donnes, moi je fonctionne beaucoup sur rendez-vous avec les défunts. Même si on dit que voilà, de l'autre côté, la temporalité, etc., c'est pas comme nous, mais écoute, ils sont toujours au rendez-vous, donc ça fonctionne. Des fois, je fais des séances où la personne qui a perdu un être cher est là, et comme ça, elle peut aussi poser ses questions en direct. Et quand je le ressens différemment, généralement, je vais avoir un rendez-vous téléphonique avec la famille, avec la personne en tout cas qui souhaite contacter le proche disparu, et je vais lui poser pas mal de questions. C'est-à-dire, je vais lui dire, ok, est-ce que il y avait des plats ou des odeurs que la personne adorait, des choses de son vivant qu'il adorait, etc. Si la personne me dit, par exemple, oui, ma grand-mère adorait l'odeur des roses et l'odeur du café, en fait, quand je vais travailler avec le défunt sur une semaine, donc je vais faire 3 enregistrements, je vais aller acheter des roses, je vais me faire couler du café, je vais créer une ambiance, en fait, propice aussi au contact. Donc moi, sur les séances TCI, je demande une participation de 20 € juste pour pouvoir couvrir les frais de ce que je vais acheter pour le défunt, en fait. Pour justement pouvoir créer cette ambiance propice et pas que la personne arrive et se dise « Ok, qui es-tu pour m'appeler et me convoquer aujourd'hui et pourquoi est-ce que je discuterai avec toi ?» C'est mettre les gens en confiance et voilà, des fois ça se fait sur l'instant T, en contact défunt. J'allume toujours la radio pour voir s'il y a quelque chose qui sort aussi. Et des fois je sens qu'il y a besoin d'une séance beaucoup plus longue, donc je vais prendre le temps sur une semaine de faire des enregistrements de une demi-heure à 1 heure chaque enregistrement. Donc après, c'est pareil, hein, faut réécouter les bandes, faut nettoyer les bandes pour que ça soit audible aussi pour les familles. Il y a beaucoup de travail, c'est pour ça que j'en propose très peu, parce que c'est assez colossal comme travail, la TCI. Et c'est pour ça que je ne veux pas la transmettre à n'importe qui non plus.
Ok, je comprends. Intéressant. J'allais te poser la question de la durée d'un enregistrement, mais tu y as déjà répondu. Donc, Ouais, 30 minutes à 1 heure en général. Ok. Parfois sur plusieurs jours, parfois C'est sur. ça. J'enregistre généralement 3 fois dans la semaine. Des fois, ça peut être un peu plus parce que, surtout là, on arrive sur la période où il y a beaucoup de vent, beaucoup de neige et on va dire que ça peut brouiller les communications en termes de plans, en termes d'ondes. Et l'été, c'est pareil, j'enregistre jamais quand il y a de l'orage, par exemple. Ça sert à rien. Genre, ils m'ont toujours bien fait comprendre qu'ils viendraient même pas de toute façon. J'étais d'accord, ok. Eh bien, on fera ça quand il fait beau. Tu as parlé aussi de clairaudience et plusieurs moments tu as utilisé le terme de voyance, de voyante. Oui. Comment ça s'est manifesté, développé, puisque tu as commencé avec la TCI, c'est venu après? C'est ça, complètement. Donc j'ai commencé avec les oracles, puis la TCI s'est rajoutée. Et en fait, un jour, je saurais pas comment l'expliquer, mais j'avais l'impression que j'avais quelqu'un à côté de moi qui m'envoyait des mots. Et genre, j'avais l'impression d'avoir en face de moi une personne qui essayait de me faire comprendre quelque chose au travers des images que j'avais sous les yeux, avec les cartes. Et en fait, j'ai appelé ma cousine, qui est médium. C'est la seule dans la famille qui est très, entre guillemets, très initiée à ça depuis toujours. Et je lui ai dit, écoute, il se passe un truc bizarre, mais j'ai des mots. Et je lui dis, je vois des images dans ma tête, comme si j'avais un rébut, en fait. Et je lui dis, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est moi qui ai un problème? Elle m'a dit, non, non. Elle me dit, des fois, voilà, hein, ça se manifeste de cette manière-là. C'est à toi de déchiffrer, en gros, la phrase que la personne a voulu faire. Ok, pas facile, quoi. Et du coup, en fait, j'ai mis ça de côté pendant un certain temps parce que je me disais j'arrive pas à déchiffrer donc c'est pas utile. Et puis un jour je me suis vraiment posée et je me suis dit ok, tu sais quoi, pour moi la médiumnité c'est pareil, c'est pas réservé à une élite, tout le monde peut le faire, c'est comme un muscle, il faut s'entraîner. Si tu te confrontes pas, si tu accordes pas du temps et de l'énergie, tu pourras pas le développer alors que c'est quelque chose dont tu as envie. Et donc vraiment je me suis posée, j'ai fait beaucoup de séances juste pour moi où vraiment je venais tirer les cartes et je leur demandais, dites-moi, allez-y, j'accueille vos messages, etc. Il n'y a pas de souci. Et je venais et je notais. Et des fois, ça voulait absolument rien dire. Des fois, il y avait des messages qui ressortaient. Et en fait, à un moment donné, c'était il y a 2 ans, du coup, je me suis mise à avoir des difficultés auditives. Je faisais acouphène sur acouphène sur acouphène. J'ai eu 1 an de rendez-vous chez les ORL qui me disaient que physiquement et sur le plan de la santé, j'étais en très bonne santé. J'allais très bien. Mes oreilles n'avaient absolument aucun problème, alors que j'avais l'impression de vivre dans un cockpit d'avion, quoi. C'était horrible. Et en fait, je me disais, est-ce que c'est parce qu'il y a un souci avec ma médiumnité? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Et je sentais que ça s'était bloqué juste après une retraite que j'avais organisée, où on avait travaillé la médiumnité. Je me suis dit, purée, il y a peut-être un truc que j'ai pas respecté, quelque chose que j'ai dit qui était pas bien, je ne sais pas. Alors je me suis beaucoup remise en question. Et donc 1 an après avoir eu mon premier acouphène en me réveillant, et quand on a appris que notre fille du coup justement était autiste, je n'ai plus jamais eu d'acouphène de ma vie. Et en fait, quand j'en ai parlé avec la médecin, elle me disait, elle qui est qui est médecin quoi, elle me disait peut-être que votre corps rejetait l'information alors que vous aviez besoin de l'entendre et du fait de l'avoir entendu, ça a peut-être débloqué quelque chose énergétiquement, sur le plan de la santé, sur le plan émotionnel. Et en fait, à partir de ce jour-là, tout a été beaucoup plus clair. Vraiment, c'était plus des rébus, c'est pareil, c'est des flashs, des images, des mots. J'ai rarement des phrases, mais parce que je pense que ça fait pas assez longtemps aussi que j'expérimente la clairaudience et tout ce qui touche à la médiumnité, et je suis déjà très contente de ce que je reçois et des informations que j'ai. Je me sens chanceuse pour ça, quoi. Mais ouais, ça c'est venu comme ça. C'était plein de petites péripéties, mais qui ont bien fini. Mais ton cœur d'activité, ça demeure la cartomancie, La voyance. la voyance. La voyance pure et dure. J'adore. J'aime beaucoup tout ce qui est introspection, guidance, psychologique, etc. J'adore ça. Sinon, je n'aurais pas ouvert le manoir, par exemple. Mais
ma passion numéro 1, c'est d'aller prédire l'avenir, d'aller prévoir l'avenir, d'aller voir ce qui peut se passer en fonction de tel et tel choix et décision, etc. Ça, je trouve ça incroyable. Parce que on reste humain, évidemment, et que malgré les informations que j'ai, évidemment que je peux me tromper et que ça m'arrive encore de me tromper. Hein. Et je pense que c'est important de le rappeler, on n'est pas des dieux. Mais justement, j'aime ce côté challengeant de me dire waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai de la chance, c'est que j'ai des consultants qui me tiennent toujours au courant, qui me tiennent informée, qui me font des retours très très souvent. Ah bah tu te souviens, tu m'avais dit ça, etc. Bon bah ça s'est pas passé comme ci, mais par contre il y a eu ça et ça résonne avec ça. Incroyable, moi j'adore. Et ça, je sais que ça fait peur dans le sens où il y a des gens qui se lancent dans la cartomancie et qui adorent le côté divinatoire, mais qui le font pas par peur de se tromper. Moi j'adore. Ça c'est un petit bonbon. Pour moi, j'adore aller gratter, regarder comment ça va se passer. Et je dis toujours, de toute façon, les personnes ont leur libre arbitre. Chaque décision influence sur ce qui va se passer, sur les prédictions. Mais là, typiquement, en ce moment, j'ai la consultation de la roue de l'année où on vient voir tout ce qui va se passer sur 2025 dans les domaines importants. Ça dure 1h30, mais j'ai l'impression que ça en dure 5, quoi. C'est incroyable, moi j'adore. Ça, c'est vraiment mon cœur de métier. C'est ma passion numéro 1, c'est tarot-oracle mélangé pour aller voir dans l'avenir, qu'est-ce qui peut se passer, quoi. Alors, c'est hyper intéressant parce que c'est effectivement un point de vue, un positionnement qui est peu assumé. Tu parlais, enfin, c'est ce que tu disais, c'est vraiment peu assumé, voire parfois encore décrié. Avec cette tendance qui a eu à considérer le tarot comme un outil psychologique, introspectif, de coaching. Moi, j'aime toutes les facettes de la cartomancie et du tarot. Le tarot, pour moi, c'est vraiment comme un diamant, en fait. Il a plein de petites facettes, il a plein de petites imperfections, il y a plein de choses qui le façonnent. Et c'est pour ça que j'en ai autant, parce que moi, par exemple, je pourrais jamais avoir une collection minimaliste. C'est impossible. Vu que je fonctionne au visuel, chaque jeu que je vais sortir, il va être pour la consultante du jour, quoi. Enfin, vraiment. Et en fait, il y a ce truc où je peux pas... j'arriverai pas à faire juste du psychologique, même si je trouve ça hyper intéressant et que ça me passionne, enfin vraiment aussi beaucoup. Mais pour moi, je trouve que c'est plus, est-ce que ça se dit, c'est plus challengeant aussi pour moi d'aller explorer ce qui se passe dans la vie des autres. Et puis c'est des gens principalement que je ne connais pas, donc c'est pareil. Mais je peux entendre parfaitement qu'il y a des gens qui se disent non, bah moi j'ai trop peur de me tromper, donc je ne veux pas le faire. Il n'y a pas de souci. Vu que moi, ça fait pas du tout part de ma personnalité de rester bloquée sur des peurs, j'y vais. Et moi, tout de suite, de toute façon, dès que j'ai acheté mon premier tarot, je me suis formée, j'ai pris la formation d'Iéna, j'ai aussi beaucoup appris en autodidacte. Avec ma famille, je me suis pas mal entraînée. Et en fait, au bout d'un certain temps, j'ai dit, allez, c'est bon, tu sais quoi, là, ça va bien de faire sur des cas fictifs, ça va bien de le faire sur ta famille. Maintenant, tu vas aller te confronter à des personnes que tu ne connais pas. Ça a été dur au début, ça fait peur, c'est sûr que ça fait peur. Mais à chaque fois que je sortais d'une consultation, je me sentais juste tellement bien. Je me sentais juste trop bien. Et je voulais pas faire de la guidance psychologique, pas que ça en fait. Pour moi, tu peux pas faire que du divinatoire ni que de la psychologie, tu vois. Et pour moi, l'outil du tarot, il est tellement plus complexe que ça. Pour moi, faut que les deux aillent ensemble. Je peux pas dissocier l'un de l'autre. C'est pas possible pour moi dans ma pratique. Je sais pas faire. Non, je suis assez d'accord, c'est hyper intéressant. On sent vraiment ce truc de j'ai peur donc j'y vais, quoi. Ouais. Ah moi je fonctionne comme ça. Hein. Je suis une enfant, je suis genre là. Ah, j'ai peur, mais allez, on y va. Vraiment, toujours. Tout le temps. Des fois, c'est chiant. Hein. Même pour mon mari, des fois, je me dis, le pauvre, il sait jamais trop sur quel pied danser, mais je crois que c'est aussi pour ça qu'il m'aime, donc ça va. Puis on est pareil. Ouais, je voulais te poser la question un peu du coup sur ta cartothèque pour reprendre un terme cartothèque. Comment alors on a compris que tu aimais beaucoup la photographie, que tu aimais beaucoup les ambiances automnales, Halloween, etc. Mais il y a peut-être pas que ça. Comment tu choisis tes jeux? Qu'est-ce qui t'appelle? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et question subsidiaire, comment tu choisis tes jeux pour tes consultations? Est-ce que c'est au feeling? Est-ce que c'est... Voilà.
Alors je suis pas, en termes de cliente, j'ai pas de j'ai pas de critères de jeu. Faut juste qu'il me déclenche quelque chose visuellement, positif, négatif, une émotion. Peu importe l'émotion que ça me dégage, il faut qu'il y ait quelque chose. Si c'est plat, ça servira à rien. Je sais que je le prendrai pas, ou en tout cas pas tout de suite. Typiquement le Deviant Moon. Ce jeu, au début, bah, il me dérangeait beaucoup. Et vu que c'était dans les débuts que je l'ai acheté, j'avais beaucoup de mal à l'utiliser. Et puis bon, bah, maintenant, il fait entièrement partie de ma tarothèque. Mais j'ai pas de... On va dire que j'ai pas de spécificité en termes de jeu, de caractéristiques, etc. Faut juste que visuellement, justement, il me déclenche quelque chose. Je dois avoir, je sais pas, 150, à peu près 150, 100 jeux, que ce soit tarot et oracle confondus. Par contre, ils ont des saisonnalités. J'utilise pas tous les jeux toute l'année. Il y a beaucoup de jeux qui ont des saisonnalités pour moi. Et en fait, je pense que quand je choisis un jeu pour une consultante ou un consultant, partir en consultation, sachant que donc je travaille le jeudi, le vendredi et un samedi sur deux, l'après-midi, on va dire que je vais avoir 8 à 9 clients par jour, à peu près, des fois un peu plus. C'est vraiment... je peux pas expliquer, ouais, c'est un feeling, c'est sur l'instant T. Et en fait, aux gens, quand ils prennent rendez-vous avec moi, généralement, ils remplissent un encart où je demande justement quelles vont être les grandes questions, les grands domaines qu'ils vont vouloir explorer pendant la consultation. Et en fonction de ça aussi, je choisis un jeu. Par exemple, si la personne, elle vient vraiment que pour parler du domaine pro et financier, ok, j'ai des jeux, genre, c'est celui que j'ai acheté chez toi, hop, le Aquarian Tarot. Celui-là, business is business. Lui, il adore parler d'argent. Il adore ça. Donc lui, je sais que, ok, on va parler d'argent, bon bah je te sors. Ok. Typiquement aussi pareil quand on va parler domaine relationnel. Voilà, il y a des jeux comme le Cosmic Cycle que j'adore utiliser. Enfin, mais voilà, ça va dépendre du feeling sur l'instant T. Et puis je le sens, il y a des jeux qui n'ont pas envie, genre c'est pas leur moment quoi. Ils n'ont pas envie. Est-ce que ça me fait penser un peu à Sylvie du compte Taronote que tu as cité, qui a aussi un jeu, une thématique ou un jeu, une utilité vraiment. Elle a une approche même animiste de ces jeux. Est-ce que tu te retrouves là-dedans ou... Pas avec tous les jeux, mais j'ai des jeux, oui, qui ont des particularités et qui ont une place bien spécifique dans mon cœur. Le Fortuna Tarot Deck couleur émeraude que j'ai acheté chez toi, pareil, lui, depuis le premier jour où je l'ai reçu, lui et moi, on a une connexion spirit ensemble. Je l'utilise que pour de la médiumnité, que pour avoir des messages, etc. Pareil, j'ai jamais pu l'expliquer, mais demain, je dois sauver quelques jeux dans ma tarothèque. C'est sûr que lui, déjà, il vient et il va dans mon sac. Je l'adore. Et ouais, il y a des jeux comme ça où, typiquement, c'est lequel ? Le tarot mystique. Le tarot mystique de chez Dussert. Ce jeu-là, il a un côté, pour moi, où j'ai l'impression de rentrer dans des œuvres d'art. Et donc, pour moi, il a un côté, pareil, très psychologique. Ce jeu-là, je ne l'utilise jamais pour faire du divinatoire, par exemple. Mais je personnifie vraiment mes jeux, ils ont tous un caractère, ils ont tous une personnalité différente. Et il y a des jeux, voilà, typiquement, qui pourront pas travailler sur certaines thématiques, je le sais, enfin, c'est même pas la peine. Il se passe rien, les fils connectent pas. C'est rigolo cette image de... les fils connectent pas, mais c'est hyper important de cerner effectivement cette résonance, cette vibration que peuvent avoir les jeux avec tel sujet, telle matière, tel domaine. C'est pas toujours évident. Non. J'ai des jeux qui sont généraux, comme j'aime les appeler. Le Béline, par exemple. Mon Oracle G, par exemple. Lucie, de chez Dussert. C'est des jeux comme ça où eux, je peux les utiliser, peu importe la thématique, ils adorent. C'est mes petits couteaux suisses, je les appelle. Ils sont là en toutes circonstances, genre prends-moi, vas-y, je suis là, hey. Oui, j'arrive. Mais de toute façon, ils sont toujours avec moi. Mon Béline et mon G, déjà, ils ont une pochette pour eux deux, genre ils dorment ensemble, ils sont tout le temps ensemble. Mais ça, c'est des jeux pour moi très
généraux qui aiment bien tout traiter, qu'il y a pas de problème, quoi. Tu peux tout voir avec eux. Mais voilà, les tarots, c'est plus particulier. Voilà, il y a des jeux comme ça, genre le Monopoly, là, que tu vas nous mettre en ligne. Lui, j'ai trop hâte de voir quelle va être ta petite spécialité, mon ami. Petite discussion s'impose, quoi. Comment tu abordes justement cette distinction entre oracle et tarot? Quelle est pour toi la spécificité, la particularité du tarot par rapport à un oracle? Alors ça va peut-être paraître fou ou bête, je ne sais pas ce que je vais dire, mais pour moi, les tarots ont une âme que les oracles n'ont pas. Alors c'est dur, ce que je suis en train de dire, hein, mais pour moi, un oracle, je ne saurais pas comment expliquer, mais moi j'aime bien qu'il y ait un système, ok, ça c'est pareil, ça doit être la TDAH en moi, mais faut qu'il y ait une espèce de structure, sinon je me perds et je m'éparpille. Donc je vais avoir une tendance à utiliser même les mêmes oracles tout le temps, parce que comme ça je crée des habitudes avec eux. Mais pour moi, un oracle n'est pas habité de la même manière et n'a pas la même âme qu'un tarot. Un tarot, peu importe sa créatrice, son histoire, ses illustrations, il y a un égrégore derrière, il y a une énergie taronautique, taronique, je ne saurais comment dire. Il y a une énergie qui est complètement différente. Et en fait, je sais que quand j'ai besoin d'aller creuser sur l'évolution, l'avenir, ou des trucs un petit peu complexes, tarot direct. Je sais il y aura pas de chichi. Je sais pas comment expliquer, mais les oracles, j'ai beaucoup de mal parce que souvent, je trouve ça très beau et j'aime les utiliser aussi, ces petits oracles à messages très positifs, etc. Ça fait toujours du bien, surtout si on est, dans un moment où c'est un peu complexe. Mais j'aime le côté cash d'un tarot. J'ai pas un seul tarot doudou. J'ai pas de tarot où je me dis, même de Célia, le bout tarot, mais il sait me taper là où ça fait mal, hein. J'ai pas de tarot où je me dis, oh, il est mignon. Non. Ils sont tous mignons, mais ils mettent tous des grosses gifles. Et ça, c'est ça que j'aime. Moi, je suis quelqu'un de très brut de décoffrage. Moi, comme je disais au début, il n'y a pas de chichi avec moi. Et j'aime le tarot pour ça, parce que vraiment, il veut te sortir la mort, il te sort la mort. Il veut te sortir un 2 d'épée, il te sort un 2 d'épée. Il y va, quoi. Il passe pas par 14 chemins différents. Ça, j'aime. Et comment on en vient à créer ses propres jeux alors? Parce qu'effectivement, j'étais un peu passé à côté, j'avais un peu zappé l'info. Donc, tu as sorti un oracle Oui. Et un tarot. Tout à fait. Eh ben, raconte. Alors l'oracle, je vais pas pouvoir te le montrer parce qu'il est dans les mains du cerf actuellement. Donc je ne pourrais pas le montrer aujourd'hui. Mon exemplaire n'est pas avec moi. Cet oracle-là, il est né justement d'un besoin d'avoir un jeu général qui fasse autant de la temporalité, parce que moi c'est une de mes grandes forces et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de voyantes qui le font, mais moi j'adore la temporalité, annoncer une prédiction. Donc j'avais besoin d'un jeu en fait qui soit pareil, un petit couteau suisse et qui réunisse vraiment tous les aspects de la cartomancie que j'aime, quoi, de la voyance que j'aime. Donc de traiter plein de domaines, plein de questions différentes, plein de possibilités. Et il a été illustré à l'aquarelle, ce jeu. Donc il a été fait de cette manière-là. Et il a toujours 54 cartes. Il s'appelait la Divine Aquarelle. Il a très bien fonctionné. J'ai été agréablement surprise. Et les gens qui l'utilisent aujourd'hui, encore aujourd'hui, m'envoient très souvent des messages en me disant qu'ils adorent ce jeu. Donc c'est mon premier bébé, c'est mon petit premier chouchou. Et le tarot, il est né d'un besoin d'imager toujours, mais de manière réaliste, un jeu. Sauf que dessiner de manière réaliste, même sur une tablette graphique, c'est compliqué. Je n'ai pas fait d'école d'art, hein. Donc c'était très très compliqué. Et donc j'ai utilisé l'intelligence artificielle, j'ai payé un logiciel pour pouvoir créer ce jeu que j'avais en tête. Et en fait, chaque carte, j'avais mon idée pour chaque carte. Je savais à quoi je voulais que chaque carte ressemble. Et donc le tarot élémental est né à partir de là. Et j'avais besoin d'un jeu réaliste. J'avais une idée d'époque. Je voulais une époque victorienne. C'était un peu mon idée. Et je voulais du réalisme. Et là, à partir de là, c'est né. Et le tarot, je l'ai créé en un mois, à peu près.
1 mois et demi à peine. Moi, quand je te dis, quand je suis sur un projet, c'est 100%, je peux en oublier de dormir. Hein. Et l'oracle, c'est pareil, 2 mois, je pense à peu près, le temps de trouver aussi le bon imprimeur. C'était quand ça, l'oracle et le tarot? Alors le tarot, c'était cette année. Non, attends, je te dis une bêtise. Si, c'était cette année. C'était juste avant que Non, c'est quand j'ai déménagé. C'était au mois d'avril. C'est ça. Et mon oracle, du coup, c'était l'an dernier, en septembre. Ah oui, donc tu as enchaîné les deux. Ouais, tout à fait. Et les aquarelles, tu les as faites, c'est toi qui... Non, c'est pareil, c'est pas moi qui les ai réalisées. Même si j'adore l'aquarelle et que je me débrouille plutôt bien, mais je voulais quelque chose pareil. J'avais des idées très précises et j'arrivais pas à aller dans la précision moi. Donc pareil, j'ai fait l'appel à l'intelligence artificielle. Mais je les aime d'amour, quoi. Je t'avais contacté pour mon oracle. J'ai aucun souvenir. Je t'avais demandé comment ça se passait si on voulait... parce que j'avais pas mal de stock et je m'étais dit, bon, bah, au pire, je verrai avec Nico, peut-être qu'il sera d'accord. Et en fait, tu m'avais expliqué que par rapport à la France, etc., les entreprises, c'était compliqué, tout ça. Et voilà, il n'y avait pas eu de souci du tout. Et ok, pas de problème, tu vois. Et du coup, je les avais écoulés de mon côté sur mon site. Mais ouais, ce jeu, il a une saveur particulière. Là, il me manque un peu en ce moment, mais enfin, en ce moment, ça fait quand même un moment qu'il est parti, qu'il a fui la maison. Mais il va bientôt revenir. Finalement, il s'est très bien écoulé, tu vois, t'as pas du tout eu besoin de moi. Non, voilà, j'ai bien bossé sur ma communication à ce moment-là. Non, puis c'est pareil, je suis quelqu'un qui aime prendre des risques, mais c'est des risques quand même contrôlés, tu vois, et je voulais pas avoir 1000 exemplaires sur les bras, quoi. Donc j'avais fait un système de précommande pour voir un petit peu, tu vois, chauffer un petit peu les gens, voir ce qui était possible. Puis j'en avais commandé un peu plus au cas où, et au final tout s'est très bien passé, quoi. Trop bien. Et donc là, si j'ai bien compris, il devrait être édité Ouais. en grande édition par Dussert. Tout à fait. Il va être repris, félicitations. Il va être repris de cette manière-là, effectivement. Il va être retravaillé avec un illustrateur. Et ouais, j'ai hâte. Je peux pas trop en dire plus pour l'instant, mais j'ai hâte. J'ai très très hâte. C'est trop chouette. Bah trop bien. En tout cas, bravo. C'est un sacré step, hein. C'était un de mes objectifs premiers, c'était de travailler avec la maison Grimaud. Maintenant Dussert, mais c'était, je pense, le step one sur ma liste, parce que mon grand-père a toujours eu des jeux pour aller au casino, etc. Ça a toujours été Grimaud. Et il adorait, il me disait toujours que c'est eux qui avaient la meilleure qualité de cartes à l'époque, hein, les tarots à jouer, etc. Et donc, pour moi, il y avait ce truc un petit peu, pareil, ancestral, honorer mon grand-père, me dire, voilà, papy, regarde, ta petite fille, elle travaille avec Grimaud / Dussert, quoi. C'est une petite fierté, ouais, carrément. Grosse fierté, même. J'ai pleuré. Ouais, je comprends. C'est effectivement hyper émouvant. Et oui, Grimaud, Dussert, c'est une maison d'édition historique de la carte à jouer. Donc, c'est leur cœur de métier. Tout à fait. Et moi, c'était... Genre, je me revois il y a 2 ans. Non, même pas. Je crois que c'était l'an dernier où j'en parlais avec Sylvie, justement. Où je disais, mon rêve number one, c'est d'être édité chez Dussert. Elle m'a dit, vas-y, envoie un mail. Oh, je lui disais, quand même. Oserais-je ? J'ai osé. Et voilà. De l'importance d'oser et de l'importance de pas se laisser arrêter par ses peurs. Je lui avais dit non, mais je vais me mettre une petite deadline. Voilà, je me laisse 1 mois. Sylvie s'était arrêtée là-dessus, puis on avait refait une visio pour un de ses programmes où elle me disait alors, etc. Et je pense que c'était quelques jours après. Et je lui ai dit non, mais c'est bon, je les ai contactés, on a échangé. Ah oui, d'accord. Ah non, je lui ai dit en fait, je peux pas, moi, il faut enlever le sparadrap, quoi. Voilà, que ça soit positif ou négatif, il me fallait une réponse. Stressée pendant 1 mois pour. C'est ridicule, hein, de se mettre cette pression-là. Oui, de se pourrir la vie, quoi, en fait. Ouais, non, je me suis dit, tu sais quoi, allez, fais-le. Si c'est un non, c'est pas grave. Et tu le sais, en plus de ça. Ça veut pas dire non plus que c'est définitif. Donc, vas-y, essaye.
Mais vous voyez, comme quoi il faut essayer. Alors ça serait une super, fin d'épisode, sauf que, je voulais quand même encore te poser une question. Bien sûr. J'étais curieux des retraites, tu as parlé plusieurs fois, tu as évoqué plusieurs fois les retraites en présentiel Ouais, j'aime pas trop et ce mot, mais j'en ai jamais trouvé un mieux. Parce que, pour moi, il y a un côté trop, je sais pas, trop chichi justement, autour du mot retraite. Mais bon, j'ai jamais trouvé mieux, donc j'ai laissé ça, comme ça. Mais en fait, c'était plus, ouais, des espèces de petits, séminaires, masterclass, en présentiel, quoi. Et du coup, j'en ai organisé 5 en l'espace de 2 ans en physique, et c'était, mes plus beaux moments, dans mon travail, je pense. C'était incroyable de voir les gens en vrai. D'ailleurs, ça m'a trop fait bizarre l'an dernier, la dernière que j'ai faite. Je venais de sortir mon oracle. Et donc, il y en a beaucoup qui ont demandé la remise en main propre. Et c'est là que tu vois le syndrome de la peur de la réussite. C'est que quand elles sont arrivées, elles m'ont demandé de signer leur boîte. Pas du tout. Je leur ai dit, non. Enfin, non. J'étais gênée au possible. J'étais là, non, mais tout va bien, quoi. Prenez vos exemplaires. Allez, va là-bas. Et non, ça a été des moments incroyables. Mais pareil, t'as un cadre défini parce que tu mets en place un rythme, tu vois, avec des activités, des trucs qu'on doit travailler, etc., des thématiques. Mais on se couchait, il était des 3-4 heures du matin parce que tu discutes. Et c'est juste incroyable, humainement parlant, les rencontres que tu fais. Moi, j'ai adoré. Pour la plupart, les dernières se sont faites dans ma maison de famille. En plus de ça, mes parents m'ont laissé la maison. Donc, on avait la possibilité d'être là-bas, entouré de 11 chats, des Maine Coon. Donc, ça faisait partie des conditions. Il fallait faire attention à pas être allergique aux chats, parce que sinon, c'était compliqué, quoi. Mais ça a été incroyable. Et là, mes parents essayent de vendre leur maison. Donc, voilà, pour l'instant, il n'y aura pas d'autres retraites programmées et de prévues, même si j'adorerais. Et surtout les anciennes participantes aussi, hein, en parlent assez régulièrement et demandent des dates et quand est-ce qu'on en fait encore une, etc. Et je sais que je vais en refaire, ne serait-ce que voilà, pour le côté échange autour de personnes qui sont passionnées aussi. C'est incroyable, j'adore. vous étiez combien dans ces retraites? Alors, au max du max, on est monté à 8. Je voulais pas qu'on soit trop parce que après, tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué, il faut être disponible aussi pour tout le monde dans les transmissions. Hein. C'était principalement autour du tarot et de la cartomancie. Donc, je voulais pouvoir me rendre disponible pour chaque personne qui avait des questions, etc. Donc, ouais, au max du max, on est monté à 8. Oui, parce que logistiquement, c'était un peu ma question d'après. Logistiquement, tu gères les repas, toutes ces choses-là, tu C'est ça, gères tout. 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 Le lieu, c'était pas un problème, c'était dans ma famille, donc je préférais être là, donner de l'argent à mes parents. Pour moi, c'était mieux, quoi. Et puis après, oui, en fait, je demandais s'il y avait des régimes alimentaires spécifiques. Donc oui, j'ai eu des personnes qui étaient végétariennes, j'ai eu des personnes qui étaient intolérantes au lactose. Donc en fait, tu t'adaptes. Vu qu'en plus de ça, je m'y prenais quand même pas mal de mois en amont. Donc j'avais la possibilité, après, je créais des menus, en fait, et j'en discutais avec mon mari, qui est donc restaurateur, et j'allais faire mes courses voilà, dans les promos cash, etc., trucs de grande quantité, c'est trop bien, enfin... Voilà, je préparais mon menu, il y avait voilà, entrée, plat, dessert, on savait chaque jour ce qu'on allait manger. Et pareil, les repas, c'était de la préparation ensemble, quoi. Donc c'est pareil, t'es tout autour de la table et tu discutes et tu rigoles et tu prépares à manger. Et puis, non, l'ambiance, elle est incroyable. Moi, j'adore. Enfin, je pense que ça s'est compris, mais voilà. Oui, ça s'est ressenti et effectivement, ça donne envie, ouais. Ah non, mais c'est une logistique, effectivement, qui... Mais c'est pour ça, il y a des personnes, tu vois, qui m'ont demandé, est-ce que tu serais intéressé de faire ça avec moi, qu'on fasse ça à deux, parce que, en termes de transmission, ça peut être génial de faire ça en groupe, mais pour avoir déjà travaillé avec d'autres personnes sur certains projets, je le sais que mon côté lion, mon côté meneuse, qui aime bien aller au bout des choses, être très perfectionniste, je ne peux pas au risque de m'embrouiller avec quelqu'un, quoi. Donc, je suis bien toute seule, voilà. Si je dois faire intervenir quelqu'un, c'est parce que je l'aurais payé, que je leur ai dit, voilà, je t'embauche, je t'engage sur cette prestation pour organiser ça avec toi. La seule personne avec qui on a envisagé de faire une retraite ensemble, c'est avec ma meilleure amie qui est aussi photographe. Voilà,
c'est la seule personne, mais parce qu'on se connaît très bien. Mais voilà, j'ai pas envie de créer de tension et je sais que je suis très perfectionniste et j'ai pas envie de me dire, je sais pas, qu'il peut y avoir une tension parce qu'il y a une incompréhension et j'ai pas envie de créer ça. Je veux garder du positif. Donc, si je dois embaucher quelqu'un, j'embauche quelqu'un, mais le projet, à la base des bases, c'est le mien. Voilà. On a encore, je crois que tu es libre encore un quart d'heure. J'ai tout mon temps du coup. Ah, ok. Bon, bah alors du coup, j'allais terminer, mais encore une fois, comme à chaque fois, j'ai un truc en plus qui me vient. C'est que depuis peu, tu as lancé un podcast. Oui, tout à fait. Comment on en vient à... bon, j'ai des petites idées mais comment on en vient à lancer un podcast comme ça? En fait, je pense que si tu as bien compris qui j'étais, entre guillemets, je suis vraiment quelqu'un de très passionné par l'humain. Et en fait, l'histoire de vie de chaque personne, je trouve ça juste incroyable. Tu fais des rencontres pareilles qui sont dingues en enregistrant. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais je vais mettre de côté le côté cartomancie, le côté tarot dans ce podcast. Il en existe déjà plein, des podcasts autour du tarot, et la spiritualité de manière générale. Je veux juste un podcast où on partage autour d'expériences de la vie. Peu importe. Alors, il y a quand même un peu de tarot dans certains où je vais venir poser des questions et en fait, je vais tirer une carte de tarot pour répondre à cette question. Mais d'abord, je vais laisser la personne répondre et puis ensuite, je vais lui montrer la carte et on va voir ce qui vient ensemble. Mais j'avais envie de partager sur des thématiques qui peuvent parfois être tabous. On parle de deuil, on parle d'anxiété, d'angoisse, on parle de séparation, on parle de plein de choses en fait qui façonnent la vie d'un être humain. Et il y a des fois où c'est trop tabou. Et moi, je suis quelqu'un qui ne supporte pas quand les choses sont tabous. Moi, j'aime bien aller mettre les pieds dedans. Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu vas faire un podcast et les gens qui ont envie de participer, postuleront entre guillemets. Donc, il y a aucune personne que je suis allée chercher. Je veux pas que les gens se sentent forcés de dire oui parce que je leur ai demandé. Je veux vraiment que la décision se fasse entre eux et eux-mêmes et de se dire ok, tu sais quoi, je veux participer. Et c'est vraiment, vous apprendrez rien autour du tarot dans ce podcast. Par contre, peut-être que vous vous sentirez concerné par des histoires de vie, tout simplement. Alors, je l'ai pas encore écouté, mais c'est dans ma bibliothèque, c'est prévu. On le retrouve, t'es sur toutes les plateformes d'écoute? Non, je suis sur du coup Spotify et Ocha. Je suis pas sur Deezer ni Apple Podcast, il me semble. Je ne sais pas. Faudrait que je revérifie. Je te dis, au niveau logistique et technique, voilà, c'est pas trop mon fort. Mais oui, voilà, sur en tout cas Spotify et Ocha, c'est gratuit. Vous pouvez écouter dessus sans problème, quoi. T'es aussi sous le nom Femme de l'Automne? Non, ça s'appelle Tasse et Cartes. T'as ces cartes. Ça ne peut que me parler, étant donné le logo et, mon goût prononcé pour le thé et les cartes. Donc c'est pour ça, il y a des gens qui sont un peu perdus en se disant, mais du coup, t'enseignes rien sur le tarot, mais t'appelles ça Tasse et Cartes. Oui, mais parce que c'est vraiment une discussion où il y a quelques cartes de tarot de temps en temps qui sortent, qui font leur apparition. Et en fait, finalement, pour moi, les parcours de vie, ça résume très bien le tarot, quoi. L'univers qu'on a dans un tarot, chaque histoire y a sa place finalement. C'est un peu une carte de tarot pour chaque invité, chaque histoire nous fait penser aussi à une carte. Donc c'est vraiment juste un moment de partage. C'est vraiment que ça. Trop bien. Bah écoute, en tout cas, moi j'ai adoré le moment de partage qu'on vient d'avoir. Moi aussi. Un peu plus presque 1h45. C'était hyper cool d'en apprendre plus sur toi et de pouvoir discuter comme ça. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir écrit, de m'avoir fait cette proposition. Je m'y attendais pas. Donc, tu t'es pas senti obligé d'accepter? Non, pas du tout. Non, puis je te dis, moi, ouais, c'est très rare que je dise non à des trucs. En fait, feeling, tu vois, et ouais, ça peut être une expérience sympa. Voilà. Et c'était très sympa en plus de ça. Donc, ouais, très très bonne expérience. Donc, merci à toi et merci pour ce que tu fais et ce que tu proposes avec ce podcast. C'est toujours très très intéressant. Avec plaisir. Je fais aussi les choses comme toi pour mon propre plaisir avant tout. Donc je suis content que mon plaisir puisse se répercuter et donner plaisir à d'autres. C'est la base, Nico, on a dit. Il faut se faire plaisir si on veut que ça fonctionne. C'est vraiment du pur plaisir. Alors, c'est pas toujours ça, mais c'est important de faire ça pour soi.
Je pense que c'est l'intention de départ, en tout cas. Complètement. En tout cas, merci encore. Et puis, donc, on te retrouve sur Insta, sur Ocha et Spotify, sur ton site internet. Bon, je mettrai tous les liens de toute façon en barre de description. Ouais, j'ai une chaîne YouTube que j'alimente très peu. Ça dépend de ma fille et de ma disponibilité à filmer. Mais ça m'arrive de temps en temps de faire quelques vlogs sur YouTube. On mettra tous les liens, mais principalement, Insta. Ton canal, c'est Insta. Ouais, complètement. C'est là-bas que tout se passe pour Femme de l'Automne. Parfait. Encore merci Manon, Femme de l'Automne. Et puis, à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.